préambule, je voudrais rappeler quelques mots sur le club banque et assurance Neoma Alumni, que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, la conférence de ce soir est organisée par ce club. Quels sont les objectifs du club banque et assurance? Le premier objectif, c'est de rassembler les diplômés, les étudiants de Neoma Business School, quel que soit leur programme, leur campus, et du moment qu'ils sont intéressés par le secteur de la banque et de l'assurance, et de donner à chacun l'opportunité d'entretenir et de développer son réseau professionnel. Le deuxième objectif, c'est d'animer une communauté, d'organiser des événements variés, favorisant les échanges et le partage d'informations. Donc, ça peut être les conférences comme celle de ce soir, des afterwork, des dîners, etc. Pour la petite histoire, c'est lors du dernier afterwork qu'on a organisé que j'ai fait la connaissance de Camille. Et puis, en discutant avec elle, je me suis dit que ça serait une très bonne idée d'organiser une conférence. Sur un sujet pas du tout mainstream, la crypto. Pas du tout dans l'actualité. Et puis, enfin, le troisième objectif, c'est d'être visible et contribuer à la force du réseau Neoma. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe LinkedIn du Club Banque et Assurance. Nous avons un groupe dédié, donc vous avez le lien et le QR code affiché à l'écran. Si vous n'êtes pas encore membre, on vous incite à le rejoindre. On a aujourd'hui plus de 1900, donc Neoma Alumni, évoluant dans le secteur de la banque et de l'assurance sur ce groupe. N'hésitez pas à poster sur ce groupe. Donc, tous les membres peuvent publier des posts, donc, que ce soit des sujets d'actualité, des recherches, partage d'infos, etc. Et nous, on communique également sur ce groupe, sur nos différents événements, conférences, afterwork, etc. Et puis, vous pouvez également nous aider à faire croître ce groupe, puisque donc, notre objectif, c'est d'atteindre bientôt les 2000 membres, en invitant vos connexions Neoma Alumni qui travaillent dans le secteur de la banque et de l'assurance. Et puis, enfin, on vous encourage également à être vous aussi acteur du club, soit en tant qu'animateur, si vous êtes motivé pour nous rejoindre en tant qu'animateur du club, en tant que conférencier, intervenant sur des sujets qui vous passionnent, en tant que communicant, ou tout simplement en tant que participant. Nous recrutons. Pour nous contacter, donc vous avez l'adresse email générique qui est affichée à l'écran, ou sinon via LinkedIn. Alors, voilà pour ce petit aparté. Donc, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet, de passer à notre conférence que nous avons intitulée ce soir « Comment gérer la crypto en banque entreprise sans passer par la case prison ». Au vu de l'actualité récente, on aurait pu ajouter « et sans passer par la case banqueroute ». Et donc, nous avons choisi de faire intervenir ce soir deux Neoma Alumni passionnés par la crypto. Ils travaillent aussi. Ils travaillent, voilà. C'est quand même... Donc, nous avons Camille Lambert et Léonard Korkmaz, donc ils vont nous donner un éclairage pour mieux comprendre la révolution crypto, mieux naviguer dans cet environnement, encore plus encadré par la réglementation, et également nous donner leur vue sur l'actualité très récente, des perspectives. Donc bonsoir Camille, bonsoir Léonard. Bonsoir. Je vais vous présenter, nous allons vous donner la parole. Donc Camille, tu es diplômée Neoma 2007, tu vas faire un master en management finance et audit. Tu as commencé ta carrière donc, sur le marché financier pour BNP Paribas CIB, à Paris, Londres et Hong Kong. Donc, tu as travaillé pendant 13 ans sur différents classes actifs, actions, produits dérivés, matières premières, au sein de différentes fonctions, opérations, IT, business, avant de te spécialiser dans la mise en place de nouveaux produits financiers et de devenir experte en régulation. La régulation, c'est bien. C'est une unpopular opinion, mais je le dis quand même. Alors, après une première expérience en FinTech chez Finance Active, tu as créé Spinoza Consulting qui conseille les acteurs traditionnels bancaires pour entrer dans la crypto. Tu es également Business Angel, membre de NFT Factory et de la Senden, communauté d'explorateurs du Web 3, et responsable de formation du collectif FIT qui aide les freelances à passer du Web 2 au Web 3. Et enfin, tu aides les femmes à se saisir des opportunités liées au Web 3.
Alors, Léonard, quant à toi, donc, tu es également diplômé Neoma. Tu as obtenu un master en International Business Management en 2017. Tu es aussi diplômé de l'École de guerre économique, de l'ESB Business School et certifié par l'École Polytechnique Executive Education. Tu es un expert en marketing stratégique et en technologie et actuellement, tu es Product Marketing Manager pour la division entreprise de Ledger, donc licorne française, leader mondial des solutions de sécurité pour les crypto-monnaies, dont on parle beaucoup en ce moment. En ce moment, on fait un bon chiffre d'affaires. Hein. Sans commentaire, c'est ça? Non, on a publié aujourd'hui à x7 sur les ventes, la meilleure semaine de l'existence de Ledger. Alors, tu es responsable du positionnement et de l'adoption des produits. Tu travailles notamment avec des clients bancaires, parce que j'ai compris. Donc, Léonard, tu es aussi cofondateur de QuantLab, un organisme de recherche fournissant des analyses et des prestations de conseil dans le secteur des actifs numériques et de la blockchain. Et au cours des 7 dernières années, tu as travaillé sur 8 lignes de produits différentes et contribué à plus de 15 lancements pour des startups et des entreprises de quelqu'un. Sauf FTX, par contre. On précise, hein, en ce moment, c'est important de préciser. C'est pas notre mentalité chez Ledger, la centralisation. Alors voilà pour l'introduction. On a un petit peu changé le plan, j'avoue, vu les récents événements. Alors comme le but, c'est pas qu'on sorte plein de termes de jargon où je suis toute seule à comprendre, parce que ça ne sert à rien. Donc dès que je vais dire un mot que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main. Juste comme ça me permet de voir le niveau où on est, qu'il n'y a pas de mauvaises questions et je pars très facilement en jargon. Donc d'ailleurs, peut-être juste au début, on pourrait savoir combien de personnes ont des cryptos dans la salle. Exactement. Autre que des bitcoins. D'accord. Un peu moins de la moitié de la salle pour ceux qui sont derrière l'écran. Et qui connaît la notion de cold et hot wallet? Alors, on est beaucoup moins. 10%. D'accord. Et dernière question. Quoi? On va les définitions. Eh ben, écoutez, on va attaquer sur les définitions. On va y aller. Je pense que le wallet, on va la laisser à Léo parce que je pense qu'il a maîtrise. Alors, on va faire des impasses ce soir sur tous les sujets NFT, métaverse et compagnie. On va parler uniquement de la partie crypto. On va rester sur ce sujet-là qui est déjà assez sympathique. Alors, moi, je vais faire des images de boomer parce que je trouve que c'est le plus représentatif. Donc, aujourd'hui, on vous parle de la crypto toute la journée. Donc, aujourd'hui, vous payez vos courses avec des euros. Un jour, dans un monde pas si lointain, on pourra payer ses courses avec des bitcoins. Alors, généralement, le problème, c'est que le bitcoin, en ce moment, il est pas cher, c'est les soldes, c'est 16 000 euros à peu près. Donc, c'est difficile de payer sa baguette de pain avec 16 000 euros. Hein. C'est une belle baguette de pain. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe des cryptos, c'est qu'on peut acheter des parties de Bitcoin, des parties d'Ethereum. On n'est pas dans l'obligation d'acheter un Bitcoin complet, un Ethereum complet. Donc, déjà, rassurez-vous, vous pouvez tous en acheter. On peut tous acheter 10 centimes. Il n'y a pas de limite sur la petite taille du montant. Donc, déjà, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui n'en ont jamais acheté. Si un jour vous voulez en acheter, vous n'êtes pas dans l'obligation de sortir 16 000 euros de votre compte bancaire. Déjà, c'est la bonne nouvelle. Donc, il faut voir que les cryptos, c'est comme des monnaies, sauf qu'elles ne sont pas reconnues par les régulateurs comme des monnaies. Sinon, ça serait beaucoup plus simple, bien sûr. Et que tous les tokens dont on entend parler dans les différents projets, donc en fait, je vais donner une image. Vous avez 10 ans, vous allez au Leclerc, et il y a un super cadeau Leclerc qui est avec des autocollants. Donc, vous collectionnez les autocollants. Donc ça, c'est le token Leclerc, d'accord? Léo, mon meilleur ami, lui, ses parents vont à l'Intermarché et lui, il collectionne donc les autocollants Intermarché. Et il s'avère que en fait, j'aimerais bien, donc, dans mon écosystème Leclerc, j'ai donc le token Leclerc, lui, il a le token Intermarché. Donc, mon token va être enregistré sur une blockchain. C'est un registre qui fait que tout le monde peut voir le nombre d'autocollants que j'ai collectionnés. Comme ça, je peux pas tricher, tu vois. Tu peux pas, genre, photocopier l'autocollant discrètement. Toi. Lui, en même temps, il va faire la même chose. Et à un moment donné, je me dis, mais en fait, le cadeau Intermarché, c'est un truc beaucoup plus cool que le cadeau Super U ou Leclerc. Donc, je décide, on veut échanger. Donc, moi, mes autocollants Leclerc et lui, ses autocollants Intermarché. Donc là, on va aller sur ce qu'on appelle, soit on a un petit peu peur, on a besoin que quelqu'un nous aide à faire l'échange. On va aller sur un échange décentralisé, donc ce qu'on appelle CEX, centralisé, pardon, CEX. Et donc là, moi, je vais mettre mes autocollants Leclerc, mes tokens Leclerc, lui va mettre les autocollants Intermarché. On va dire, ah, il y a matching. Et donc,
on aura chacun le cadeau de notre écosystème précis. Et par contre, on est un petit peu plus aguerri, on s'est dit, allez, on maîtrise les concepts, on va aller sur un DEX, un échange décentralisé. Et là, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des contrats intelligents, smart contracts en anglais, c'est archique, on est dîné. Et là, on va décider, moi je vais poser mes autocollants, lui va poser son token. On va avoir un intermédiaire qui va prendre une petite commission, hein. Quelqu'un qui prend une commission. S'il n'y a pas de commission, c'est vous le produit. Voilà. On rappelle pour ceux qui ont oublié. Et donc, ça vous permet donc de passer d'un token à l'autre. Et donc là, on a découvert les échanges centralisés, où on a un intermédiaire qui nous aide, un échange décentralisé, où on a donc un échange de l'un vers l'autre. Et donc, tous ces tokens, en fait, c'est une monnaie dans un écosystème précis. Et qui s'écrit sur une blockchain précise. Donc, dans le cadre du Bitcoin, c'est sur la blockchain Bitcoin. Dans le cadre de l'Ethereum, c'est le ERC20. Et puis après, il y a Tezos, il y a plein d'autres blockchains. Donc, en fait, c'est juste que le registre de compte sur lequel on l'écrit, c'est pas le même, et on l'enregistre, c'est pas le même. Pas une bêtise ? Non, c'est ça. Bon, j'ai survécu jusque-là. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, chacun achète la monnaie, crypto-monnaie qu'il veut dans un référentiel, qui peut être différent, il y en a plein, quoi. C'est ça, il y a plein de crypto-monnaies différentes avec des propositions de valeurs différentes parce qu'elles ont chacune des utilités sous-jacentes qui peuvent varier les unes aux autres. On verra ça un peu. Et donc, le principe, justement, c'est que normalement, tu es censé avoir une utilité. C'est le principe de base, mais quelquefois, c'est comme quand tu achètes des matières premières, de l'or, c'est une valeur refuge. Puis quand tu vas acheter, je sais pas moi, du lithium, c'est pour faire une batterie, tu vois. C'est un peu le même concept. Bah, dans les tokens, tu as des valeurs plus, soi-disant refuge, et puis tu as plus de lithium, un truc qui est dans une utilité précise. Par exemple, tu vois, moi, je suis dans un collectif Fleet, et ben, je vais acheter un NFT qui va me donner un droit de participer à ce collectif. Ce sera le token du collectif, tu vois. Alors, quelquefois, quand on veut faire ça, faire un peu moins peur aux gens, on l'appelle un NFT, mais bon, c'est pour le même principe, hein. C'est juste une preuve que j'appartiens et que je veux participer à ce collectif. Donc voilà. Donc ça, est-ce que jusque-là, on a été clair? N'hésitez pas. Donc maintenant, on va rajouter une petite complexité parce que c'est marrant. Vous vous souvenez tous d'un monde il n'y a pas si longtemps qu'on appelle la TradFi, finance traditionnelle. Donc c'est un monde de banque où on veut faire la même chose, on achète du dollar et on vend de l'euro. Donc là, si on passe en crypto, on achète Bitcoin et on vend de l'Ethereum. Sauf que dans ce monde de finance traditionnelle, on a toujours un intermédiaire, ça va être une banque assez classique, qui généralement nous prend pas mal de frais, on s'en souvient tous plus ou moins, on ne nommera pas de nom, hein, mais on a tous, je pense, une banque dans la tête, et donc tu as l'équivalent, ça s'appelle la DeFi, la finance décentralisée, et là en fait, bah, on ne fait pas appel à un banquier, on fait toujours appel à ce fameux smart contract qui te permet de passer de l'un à l'autre. Et là maintenant, on va introduire des concepts hyper sympas. Donc, quand vous avez votre superbe livret A qui vous donne un taux extraordinaire en ce moment de 2%. Vous avez la possibilité dans le monde magique des cryptos de faire ce qu'on appelle le stacking. C'est pas le stocking. Le stocking, c'est autre chose. Donc le stacking, c'est que tu poses tes tokens dans un endroit et quelqu'un les fait travailler. Alors, normalement, en respectant les lois et en les perdant pas dans la bataille, et te verse des intérêts. Et on appelle ça donc stacking. C'est-à-dire qu'en fait, tu prêtes ton argent à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Tu prêtes ton argent à des gens qui vont les prêter à d'autres gens et donc ça va permettre de rapporter des intérêts. En fait, ils font travailler ton argent. C'est juste que tu délègues ça à quelqu'un qui le fait. De la même manière, c'est beau, j'ai des tokens. Alors, super, j'ai mes autocollants Leclerc, j'ai des autocollants Intermarché. Mais il s'avère qu'on a une petite vue sur une base Lego NASA de folie, mais bon, ça coûte cher, on n'a pas l'argent, quoi. L'argent de poche n'a pas été augmenté. Donc, il faut trouver un moyen de financer cet achat. Qu'est-ce qu'on fait? On met ces tokens en collatéral. Dans l'ancien monde, ça s'appelait un prêt lombard, un nantissement. Et là, on vous fait un prêt pour donc avoir la capacité d'acheter ce truc Lego. Et ce truc magique, c'est que du coup, vous ne vendez pas vos autocollants Leclerc et vos autocollants Intermarché, vous les gardez. La banque, la personne les garde pour vous. Et donc, quand vous allez rembourser votre prêt, parce qu'on a une grosse augmentation d'argent de poche en fin d'année, on va dire, et ben du coup, là, vous allez récupérer le token en question que vous aviez mis. Et du coup, pourquoi? C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que vous espérez que le token, il va monter. Vous n'avez pas envie de le vendre. Et donc là, on a introduit des nouveaux concepts, le collatéral, le nantissement. Voilà. Donc en fait, il faut toujours se dire, quand on parle d'un terme dans la crypto, il y a toujours quelque chose qui a existé avant, c'est juste qu'il avait un terme un peu moins sexy, on va dire. Mais en fait, il y a toujours des équivalents. Il y a un petit effet de levier aussi, là.
Bah, non, c'est plutôt un effet de levier négatif parce que souvent, tu es obligé de mettre 110% de la somme pour avoir 100%. Parce que le problème même de 100%, selon la volatilité de la crypto et de la valeur. Parce que toi, par exemple, si en début d'année, là, il y a un an, le Bitcoin valait 60 000. Si j'avais mis un Bitcoin, ça veut dire que j'étais très riche, hein, mais si je mets un Bitcoin et qu'on va me donner 30 000 euros, bah, là, aujourd'hui, le Bitcoin, il vaut 16 000 euros. Donc là, c'est-à-dire que je serai en dé. Donc en fait, c'est pour ça que on regarde en permanence, selon la volatilité du token que vous allez mettre, on va vous donner un montant plus ou moins bas d'équivalence. Et donc, ça veut dire aussi, beauté de l'appel de marge. C'est-à-dire que à partir d'un moment, là, ils voient que le Bitcoin s'effondre, et vous ne serez pas en capacité, s'ils vendent le Bitcoin, de rembourser ce qu'on vous avez donné. Donc là, ce qu'ils vont faire, ils vont vous dire, redonne-moi du Bitcoin pour que je puisse te garantir toujours le même montant. Ah, tu peux pas me redonner du Bitcoin ou une autre monnaie? Ah bah, c'est dommage, c'est ballot, on va revendre ton Bitcoin. Et donc, bah, on en parlera tout à l'heure avec FTX, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est un des effets supplémentaires qui rajoute du bazar dans le bazar. Donc, voilà. Quoi? Donc le gars, il se prend des grosses dettes, là. Ah bah non, c'est pire que ça, c'est que tu te fais liquider, en fait, automatiquement. Et la beauté de la blockchain et du smart contract, c'est que tu dis pas à ton banquier, non, mais attends, demain, je te rembourse ce que je te dois. C'est automatique. Donc, du coup, tu peux pas lui dire, non, mais demain, peut-être qu'on va me rembourser. On va pouvoir le voir dans la partie d'après sur les rationnels, en fait, justement, quelle est l'innovation qu'apporte la crypto et quels sont les rationnels qui sont là. Je vais me lever, comme ça, je vais pouvoir dire une partie de mes slides, puisque moi, j'ai eu une approche un peu plus scolaire sur les points de données. Non, mais pour vous donner une idée, vraiment, c'est, la crypto, c'est une révolution en soi, et c'est le prolongement des révolutions qu'on a connues avant avec l'arrivée d'Internet. Donc, on a ce qu'on appelle Internet au début, c'est juste des câbles qui permettent d'échanger une partie d'informations qui poussait, donc c'est les années 70-80. Après, on a ce qu'on appelle le Web 1. Donc, le Web 1, c'est, on vous donne juste l'accès pour consulter des sites Internet et consulter de l'information. Ça, c'est les années 90-2005. Vous pouvez juste lire des choses en fait sur Internet, vous ne pouvez pas participer. Vous avez un petit bruit? Voilà, c'est ça. C'est vous avez accès à votre journal, les pages jaunes en ligne, ce genre de contenu. Ensuite, vous avez le Web 2. Le Web 2, vous commencez à pouvoir participer à Internet. Vous avez les réseaux sociaux qui arrivent. Vous pouvez changer de l'information, vous pouvez créer votre blog, vous pouvez envoyer un tas de mails, tout un tas de choses. Et puis, vous avez le Web 3 en fait qui arrive maintenant. Et en fait, un web où on peut échanger de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut plus seulement échanger de l'information, on peut échanger de la valeur concrète, des actifs en fait. Du coup, je pense qu'on va ce que ça va être d'après. Donc, la façon dont je vais vous présenter ça, c'est je vais vous présenter les piliers en fait qui rendent la crypto révolutionnaire en soi en tant que révolution technologique, parce que c'est une révolution technologique avant tout, avant d'être quelque chose qui soit hype ou mainstream. Et les deux principales choses qu'il faut en retenir que deux, c'est les deux qui sont à l'écran, c'est que il y a ce qu'on appelle l'ownership en anglais, donc en fait vous devenez propriétaire de vos actifs, c'est-à-dire que personne peut venir interagir entre vous et vos actifs. Sauf si vous les laissez sur un CEX, un échange centralisé, parce que du coup, là, c'est la banque qui devient propriétaire temporairement. Voilà, c'est ça. En fait, si vous êtes, qui connaît des plateformes d'échange de la crypto-monnaie ici dans la salle? Quelqu'un peut en citer un ou deux? Crypto.com? Crypto.com, Binance, etc. Donc, Crypto.com, Binance, FTX, exactement, qui a fait faillite. C'est des échanges qui détiennent les cryptos pour vous. Donc, en fait, c'est le modèle traditionnel de la banque. C'est-à-dire, vous déposez chez un acteur et cet acteur est détient pour vous. Qui connaît Ledger dans la salle? Qui a utilisé son Ledger? Personne. Tout de suite, c'est toujours la question que je préfère. C'est qu'on l'a, moi aussi je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore utilisé. Mais on l'a tous plus ou moins acheté. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un Ledger, ça ressemble à ça. Et en fait, ça, c'est mon compte en banque, en fait. De manière concrète, je peux avoir 1 milliard là-dessus en équivalent crypto. Je peux le mettre dans ma poche, je peux prendre l'avion avec. Je peux amener 1 milliard aux États-Unis si je veux, demain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a un code pour y accéder. Donc, ça ne sert à rien de dupliquer la clé tout seul. Hein. Alors, vous pouvez rien faire. C'est-à-dire que là, ça va s'allumer. Vous pouvez pas y accéder. C'est verrouillé, il y a un code. Je peux le perdre, on peut le détruire, c'est pas grave. J'ai un moyen de recouvrir les fonds qui sont dessus. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, personne peut venir interagir entre moi et Ledger. Donc, il n'y a pas un gouvernement qui peut venir interagir. Il n'y a pas une entité précise qui peut venir saisir mes fonds. Je suis pas dépendant du risque de contrepartie, donc c'est-à-dire je suis pas dépendant de la faillite ou de la bonne santé financière de ma banque ou de mon exchange. Et surtout, je peux bouger mes fonds quand je veux, quand j'ai envie en fait. Alors, la partie réglementaire en moi hurle, j'en parlerai tout à l'heure. Ah ouais, parce que les US Custom ils te laissent pas passer si tu annonces que tu as 1 milliard sur ton. Et je suis pas obligé de l'annoncer et je suis pas obligé de passer avec ma clé. Bah, on appelle ça la réglementation. Mais on en parlera tout à l'heure. On va le laisser aller. On parle d'un point de vue purement technique. On verra sur l'aspect réglementaire après, mais d'un point de vue purement technique, il n'y a aucun moyen de mettre une pression là-dessus.
et on le verra dans les slides un peu après. Et l'autre évolution, c'est le côté programmatique. C'est-à-dire qu'on a créé de la monnaie qui peut être programmatique, c'est-à-dire qu'on peut la programmer pour faire quelque chose de plus précis. Et c'est ce que Camille a introduit tout à l'heure avec les smart contracts, c'est-à-dire que on peut créer tout un tas de scénarios où cette monnaie elle se comporte d'une façon très précise. Et en fait, après, une fois qu'on a programmé ça, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et le smart contract. C'est-à-dire que le smart contract va s'exécuter automatiquement quand il a certaines configurations qui correspondent aux configurations. On va donner un exemple. En assurance, par exemple, vous avez un dégât des eaux dans votre champ. Aujourd'hui, vous envoyez une photo à votre assureur du dégât des eaux dans votre champ. Dans la réalité, vous avez ce qu'on appelle un oracle qui s'appelle la chaîne météo qui va vous dire il a beaucoup plu dans le champ de Camille. Donc, en fait, elle a vraiment eu un dégât des eaux. Et du coup, vous n'avez plus besoin d'envoyer une photo à votre assureur. Automatiquement, le smart contract se déclenche et vous êtes remboursé. Magique quand même. Hein. On a tous envoyé des photos à notre assureur. Et là, du coup, on appelle ça un oracle. C'est lui qui fait la vérification pour vous. On pourrait donner un autre exemple aussi. C'est par exemple, je veux emprunter 2 bitcoins à Camille. Très riche. Donc, si je veux lui emprunter 2 bitcoins, par exemple, je vais pouvoir mettre un collatéral qu'elle accepte. Par exemple, en collatéral, elle accepte, 100 Ethers. Donc, je lui mets 100 Ethers en collatéral. Si à une certaine date qu'on a prédéfinie, je ne viens pas rembourser les 2 bitcoins que j'ai empruntés, le smart contract va liquider mes Ethers automatiquement, sans qu'il y ait rien à faire, juste à la date limite. Si j'ai pas remboursé, ça va liquider le collatéral. Camille va récupérer ses fonds et moi je vais récupérer le reste, moins les fonds de Camille que je suis pas venu rembourser. Donc ça enlève en fait beaucoup l'intermédiaire, ça permet de fluidifier pas mal de choses. Si on passe à la slide d'après, on va voir en fait 2 piliers qui sont sous-jacents à ça, qui sont très intéressants. Donc c'est l'aspect décentralisé, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins centralisées, mais la plupart des crypto-monnaies sont décentralisées, donc elles ne dépendent pas d'une entité. S'il y a une entité qui tombe, ça ne fait pas tomber la crypto-monnaie. FTX est tombé, c'est un des plus gros acteurs. Après, il y a l'effet mouton de panurge, qui est humainement impossible à... Là, je reste vraiment sur l'aspect technique. C'est-à-dire, sur l'aspect technique, FTX tombe, le Bitcoin n'arrête pas de fonctionner, par exemple. La Chine, ce qui était un des plus gros pays où il y avait plus de mineurs dans le monde, elle a banni, en fait, le minage de Bitcoin et le Bitcoin de manière générale. C'est quoi le minage? Je pense qu'il faut le permettre. Le minage, quelqu'un sait ce que c'est ou pas? Le Bitcoin avec des data centers dans des endroits qui étaient parfois faciles à atteindre. Il faut refroidir tous ces serveurs. Ouais, tout à fait. En fait, c'est participer à la sécurisation de la chaîne, c'est faire tourner la blockchain. Et en fait, en participant à la chaîne, l'algorithme nous récompense en nous donnant les nouveaux bitcoins qui sont créés. De manière très simple. Tu fais plus d'argent avec une pelle qu'avec le bitcoin à la fin. Je dis ça, je dis rien. Dans la rue et vers l'or, on a fait plus d'argent en vendant des pelles qu'en trouvant de l'or. Le principe du minage, c'est exactement la pelle. C'est le même principe, sauf que c'est en fait valider une opération de façon décentralisée pour que ça soit écrit de façon pérenne dans la blockchain. L'idée derrière la décentralisation, c'est, s'il faut retenir une chose, c'est que si par exemple il y a un gouvernement qui banne les crypto-monnaies, et comme on peut le voir ici, la Chine, elle a toujours 10% du volume total des transactions de Bitcoin, c'est toujours en Chine. Donc malgré le fait que ça soit banni, ça n'empêche pas les gens de pouvoir l'utiliser parce qu'en fait l'État n'a aucun moyen d'interdire physiquement, technologiquement parlant, l'utilisation de la crypto-monnaie. C'est impossible. Petite question, est-ce que, comme ils ont bloqué tous les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ne pourraient pas trouver un moyen de... En fait, ils trouvent toujours un moyen, c'est-à-dire qu'ils bloquent, tu pourras pas te connecter sur un échange pour trader ton Bitcoin. Par contre, si tu as un VPN, tu as accès à un VPN et tu peux en fait avoir une adresse quelque part et te connecter. Il y a plein de choses qui sont interdites par les États et pourtant ça continue. Pour moi, c'est pas vraiment une... Non, là, c'est physique, c'est technologiquement impossible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut avoir un accès à Internet, on peut pas bloquer l'accès à... Après, le problème, c'est que si tu as un bitcoin et que personne ne l'achète pour acheter ta baguette de pain, c'est là où ça... En fait, le problème, c'est que dans le monde technologique, tout est possible. Mais à la fin, comme malheureusement, on mange du pain et pas encore des bitcoins, c'est là où, du coup, la réalité Et donc, technologiquement, ça devrait être possible. Et comme autant que mon boulanger n'accepte pas le bitcoin, comme est-ce qu'on pourrait bloquer, par exemple, est-ce qu'un État pourrait bloquer un protocole DeFi, par exemple? Non, c'est pas possible en fait. Là, par exemple, ce qui s'est passé en Russie, je crois, on a essayé de bloquer, on a bloqué la Russie du réseau Swift, quelque chose comme ça, non si je me trompe pas. Donc ça, par exemple, partiellement ou potentiellement, l'idée c'est que là, par exemple, on peut pas exclure la Russie du protocole Bitcoin, on peut pas l'exclure de trader sur la blockchain Bitcoin, c'est impossible technologiquement parlant. Alors que par exemple sur Swift, c'est possible. L'autre exemple sur Swift, si on tape les data centers qui gèrent Swift est tombé. Bon, Bitcoin. Il n'y a pas de data center centralisé, c'est-à-dire ça, le livre de compte il tourne sur tous les ordinateurs où il y a le logiciel Bitcoin. Donc il faudrait mettre KO tous les ordinateurs où il y a un logiciel Bitcoin qui est installé.
ce qui est potentiellement impossible, sauf si vous faites tomber Internet. T'as la Corée du Nord, qui a un réseau fermé, en fait. Oui, mais elle a un intranet, elle n'a pas Internet. Ouais, mais on Ouais, parle d'Internet, on parle pas d'Intranet. Avec un intranet, c'est une bulle fermée. On n'est pas connecté au reste du monde. Là, à partir du moment où on est connecté à un autre ordinateur qui est en dehors de la Mais géométrie. vous avez un Bitcoin. Mais lui, ce qu'il y a, c'est que lui, c'est la technologie, c'est juste jusqu'où tu peux aller dans la technologie, mais malheureusement, et c'est le problème d'FTX, c'est la réalité se confronte à la technologie. Donc, c'est intéressant de voir jusqu'où tu peux aller. Pour après, malheureusement, tu te prends la réalité dans la vie. Et voilà, on nous explique jusqu'où on peut aller si les gens étaient sympas et que les gens respectaient. Voilà, ça c'est la notion de décentralisation. Après, on a la notion de sécurité. Alors, il y a les crypto-monnaies qui sont bien faites, elles sont par design sécurisées, c'est-à-dire que, on peut pas les hacker, tout simplement. Plus loin, avec la technologie qu'on a actuellement, on n'arrive pas à les hacker. Ils n'ont pas besoin de se hacker parce qu'ils oublient de mettre un endroit où on peut verser l'argent, qu'ils peuvent bloquer leur argent tout seul. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de nous, en fait, pour se hacker, ils sont efficaces. Le Bitcoin, par exemple, a jamais été hacké depuis sa création. C'est-à-dire que les seules fois où il y a des gens qui ont perdu des Bitcoins, c'est eux qui se sont fait compromis, c'est une erreur humaine, c'est pas une erreur technologique, c'est pas la technologie qui a failli, c'est l'humain derrière qui a failli, dans la façon dont il a conservé son Bitcoin, dans la façon dont il a transacté. Donc il y a un aspect de sécurité qui est absolument innovant, parce que c'est la première fois qu'il y a quelque chose d'aussi résistant sur un aussi long terme, avec un tel nombre de personnes qui interagissent dessus. C'est complètement transparent, comme le disait Camille tout à l'heure. On a ce qu'on appelle en fait des explorers, c'est-à-dire qu'on peut aller explorer les transactions qui sont faites entre les différents portefeuilles. Il y a des traces qui sont des traces qui sont laissées partout, donc c'est un très mauvais outil pour blanchir de l'argent, par exemple, puisqu'on peut très facilement retrouver si on arrive à retrouver qui est derrière l'adresse, on peut retrouver en fait très facilement toutes les transactions qu'il y a eu. C'est très difficile de cacher son adresse très longtemps. Je donne toujours cet exemple. Tant que vous n'avez pas découvert que le petit pseudo de Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smet, Jean-Philippe Smet est relativement tranquille dans son immeuble, parce que si tu sais pas que, voilà, une fois que tu as découvert que mon adresse de wallet, c'est Jean-Philippe Smet, tu vois, du coup, je suis plus du tout anonyme. Et ben, c'est le même problème. Une fois qu'on a lié votre adresse de wallet, qui est votre pseudo Jean-Philippe Smet, à votre identité réelle, ben, en fait, on peut voir tout ce qui s'est passé avant, après, on peut tout suivre. Et c'est ça, en fait, que vraiment il faut comprendre, c'est que si vraiment vous voulez blanchir de l'argent, je vous conseille d'aller investir dans un distributeur automatique, mais clairement, le Bitcoin, c'est pas le bon plan pour y aller. Et enfin, oui. Enfin, du coup, pardon si j'ai vraiment aucune notion, mais comment dire ça? Comment on fait pour retrouver la personne s'il y a de toute façon il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de compliance, il n'y a rien. Non mais justement, c'est qu'en fait le problème c'est que tu as plein. Pour rester dans le monde tout le temps de l'anonymat, ça voudrait dire qu'à aucun moment tu repasses dans le monde moderne d'acheter ta baguette, c'est-à-dire que tout le monde accepte le Bitcoin, l'Ethereum et tout ça. Sauf que dans la réalité de la vie, au départ, moi pour acheter de la Bitcoin, j'ai dû acheter sur un exchange, donc faire un KYC, donc on découvre une identité. 2, j'achète un NFT, je veux faire comme tout le monde, me la péter sur Twitter, je mets ma photo de NFT, et du coup, on voit, l'adresse de Camille, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que de la même monétisation, en fait. En fait, dès que tu repasses dans le monde réel, et en fait, et ce qui est très compliqué à comprendre, c'est que de la même manière que notre génération, c'est impossible d'être nulle part sur les réseaux sociaux. T'as toujours un truc, un Skyblog que t'avais il y a 20 ans, un MSN account qui traîne quelque part que t'as oublié, un compte, un profil sur Viadeo qu'on a tous oublié d'effacer, mais qui pourtant existe. Et ben, le problème de ça, c'est que nous, en fait, aujourd'hui, on s'est pas rendu compte qu'à partir du moment où tu as dévoilé une fois ton adresse, c'est foutu. Et les gens sont persuadés que parce que c'est une adresse qui est imbitable, qui fait 36 caractères, t'es peinard. Non, ce n'est pas du tout le cas. Donc franchement, il n'y a pas pire pour faire du détournement de fonds que le Bitcoin. Il faut vraiment être débile pour penser que c'est un bon plan. Parce que à partir du moment où tu veux passer dans le monde réel, tu es obligé de faire un KYC. Si tu veux acheter de la crypto, la première fois, à 100 €, tu peux t'en sortir sans KYC. La deuxième fois, c'est fini. Le KYC, c'est que tu es obligé de donner ton identité, tu as une petite photo avec le jour, ta carte d'identité, ta tête, pour prouver que c'est bien toi qui existe et que c'est bien toi qui achète. Donc en fait, moi, vous savez, tous les trucs automatiques, là, on vous demande votre photo, votre mot de passe, de faire une photo à votre maman, c'est exactement ça. C'est un KYC. C'est histoire de vous identifier dans la réalité. Tu parles du Bitcoin en particulier ou tu parles de crypto en général? N'importe quelle crypto, dès que tu passes par un exchange, tu te prends un KYC. Et c'est ça qui est. Même les élections d'Obama, c'est. Alors, il y a toujours des moyens de contourner. Alors, mais ça devient compliqué parce que déjà, il y a deux choses. Là, si votre banquier vous dit, mais madame, vous voulez acheter des cryptos, c'est interdit. Alors, je vais vous donner une petite réponse à donner à votre banquier. Moi, mon banquier, c'est mon meilleur ami et mon comptable aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite liste sur le site de l'AMF qui s'appelle liste blanche.
des prestataires, des exchanges qui sont autorisés par l'AMF. Donc, du coup, vous pouvez envoyer un mail à votre banquier en disant cet exchange est autorisé par l'AMF. Donc, si l'AMF a pensé qu'il était assez sympa et qu'il n'est pas dans la liste noire de l'AMF, je pense que vous pouvez tenter de me laisser passer dessus. Moi, par exemple, ce que j'ai fait avec mon banquier, je lui ai expliqué ma stratégie d'investissement dans les cryptos. Et du coup, quand je fais des virements, il me dit pas, je dis, voilà, je suis en train de faire l'étape 2 de ma stratégie. Et donc, j'ai fait de mon banquier, ma banquière d'ailleurs, ma meilleure amie. Et donc, du coup, je lui ai montré au départ le truc et maintenant, je n'ai aucun problème. C'est juste ça. Il faut juste informer la personne. Si vous faites un virement en loose day sur Revolut, après pour aller acheter un truc sur un exchange, au bout d'un moment, les banquiers, ils sont pas débiles. Ils savent bien que tout le monde va sur Revolut pour faire des trucs qui vous n'avez pas trop envie d'expliquer à votre banquier ce que vous êtes en train de faire. Alors que si vous y allez franco et vous dites, bah voilà, tu vas voir un virement qui va passer chez Binance ou chez Ledger. S'il voit que vous achetez une Ledger et qu'il voit que vous achetez jamais de crypto, il n'est pas débile, le monsieur. Il doute bien qu'à un moment donné, vous allez mettre un truc sur un Ledger. Donc voilà, c'est juste ça. Il faut juste se dire, faut communiquer avec lui, lui expliquer, voilà, ma stratégie d'investissement, c'est ça. Alors, je sais qu'on n'aime pas partager avec son banquier, mais bon, à la fin, s'il veut vous faire de votre virement bancaire, il peut le faire. Donc, faut bien lui dire, moi, je lui ai dit, je vais investir tant, c'est ça ma stratégie, bah, du coup, elle me laisse faire ce que je veux. Par contre, du coup, la banque, elle voit comment? En fait, tu fais un virement vers un exchange centralisé. Donc, Binance, il y a écrit Binance ou vers Revolut ou j'ai payé un Ledger, donc du coup, généralement ils te disent tu n'as pas le droit de faire un virement vers crypto.com, j'arrête ton virement, tu n'as pas le droit. Parce que là, tu peux lui dire dans la liste des exchanges autorisés par l'AMF, si vous voulez acheter des cryptos et que vous avez un doute sur l'exchange que vous voulez utiliser, allez dans la liste noire de l'AMF. Si elle est dedans, n'y allez pas. C'est disponible sur le site de l'AMF. Les banques n'interdisent pas les virements vers les. Alors, elles demandent. Non, il y a des banques qui interdisent pour le coup. Moi, j'ai été bloqué. Et ensuite, on te demande. Parce que t'as des banques qui disent non, purement et simplement, et t'as des banques qui disent, moi, pour le coup, tu vois. Ça a évolué. Non, ça a évolué. Ça a quand même beaucoup évolué. Il y a un an, le premier point qui est très clair, c'est que les banques ont des obligations. Oui, de CIF, et que, justement, on a eu des clients qui sont revenus en disant, vous m'avez laissé dépenser mon argent dans les bitcoins, j'ai perdu 30 000 euros. Non, mais c'est logique. Et c'est pour ça que. Aujourd'hui, ils demandent souvent un document en disant, êtes-vous bien au courant? Non, mais le problème, c'est que c'est pas le document. C'est que moi, ce qui me pose un problème, c'est que de demander un document où tu demandes à la personne que tu ne sois pas légalement responsable, ça fait pas d'éducation, ça, à la fin. C'est-à-dire que ça fait juste, je me défoule. Alors que si tu as une vraie conversation avec ton banquier en lui disant, je vais faire ça à tel endroit, et qu'elle te dit, si tu vas sur cette liste-là, c'est tous les exchanges que l'AMF considère comme safe, c'est quand même déjà pas la même conversation. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on te demande de signer un papier en disant que tu prends tes responsabilités, si tu sais que tu vas faire une connerie, que ton banquier il voit que tu vas faire une connerie, en fait, tu feras toujours la connerie. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça que je suis vraiment pour l'éducation. Je trouve ça, de faire signer une décharge, la personne en face, elle n'a pas compris pourquoi elle signe une décharge. Elle dit juste que son banquier, c'est un gros con. Camille. Le banquier, c'est pas une... Et en plus, le banquier lui-même, moi, tu sais, mon banquier, je l'ai éduqué à la crypto. Au départ, il n'y connaissait rien. Maintenant, il est en capacité de comprendre ce que je raconte. Mais le banquier, moi, je suis pas dans ces trucs-là, donc mon banquier, j'aurais jamais ce genre de discours. Ça fait un bout de temps que j'entends parler les régulateurs de dire faites gaffe, c'est super risqué, faut savoir ce qu'on fait et compagnie. Donc celui qui va faire quelque chose et après se plaindre, il se moque un peu du monde aussi. Non, parce que en tant que banque, t'es CIF. Ouais, intermédiaire financier, donc tu as un devoir de conseil. C'est ça. Ouais, d'accord, mais. Non, mais aujourd'hui, il y a des procès qui ont été perdus par des banques là-dessus. Donc c'est pour ça qu'eux sont dans l'excès inverse. Donc c'est pour ça qu'au lieu de chacun faire semblant et de jouer un espèce de jeu où chacun fait semblant de ne pas avoir les problèmes de l'autre, il faut mieux avoir une conversation franche avec son banquier, plutôt que de recevoir tous les jours un mail de ton banquier qui t'interdit de faire des trucs que tu as le droit de faire. Une lettre, Oui, après, il y a des gens qui se font virer de leur banque. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'envoie une lettre, et puis après, généralement, il n'y a plus de problème. Je pense que c'est juste, il faut juste que le banquier puisse se couvrir derrière, ce qui peut s'entendre, et donc, du coup, il faut qu'il y ait une trace qui montre qu'on est en possession de ses moyens et qu'on a envie, c'est ce qu'on a envie de faire et qu'on est conscient de ce qu'on fait, quoi. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. Mais c'est de moins en moins le cas, de toute manière. Maintenant, il y a de moins en moins de problèmes avec ça. Le dernier pilier, c'était donc en fait le fait que ça soit extrêmement rapide, parce qu'on peut faire un virement international un samedi ou un dimanche à 2h de l'après-midi. Je peux envoyer des fonds au Brésil si je veux, ou même en Chine, même si c'est pas légal, je peux le faire sans problème. Ça va prendre une dizaine de minutes, même pas, qui est le temps en fait de la création d'un nouveau bloc dans la blockchain. Et même si j'ai un peu de chance, je peux bouger des fonds pour très peu d'argent.
puisqu'en fait, le prix de la transaction, enfin, les fees de la transaction, donc, on appelle les fees en français. Les gas fees. Les frais, voilà, pardon. Les frais de transaction, en fait, vont dépendre de l'utilisation du réseau. Donc, si j'arrive sur une poche creuse du réseau, bah, je peux bouger, par exemple, 166 millions pour 1,25 $. Je pense relativement compétitif par rapport au milieu de la banque classique. Il faut déjà avoir les Les frais, en fait, ils servent à rétribuer les utilisateurs qui font tourner le réseau. Les pelles. Le mineur. Voilà, les mineurs. Les mineurs, en fait, valident le transfert. En fait, les mineurs, ils font tourner un algorithme ils consomment de l'électricité sur l'ordinateur pour faire tourner un algorithme. Cet algorithme permet de générer des calculs qui sécurisent le réseau. Et en échange de la sécurité qu'ils apportent au réseau et du coup des transactions qu'ils permettent de réaliser, ils vont être rétribués sur les frais de transaction, en fait, qui vont servir à faire tourner le réseau. Et eux, du coup, c'est des salariés de la plateforme. Non, il n'y a pas de salariés. C'est complètement décentralisé. Ça peut être moi dans mon garage. Moi, je mine chez moi, c'est dans mon garage. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir, vous branchez votre ordinateur, vous téléchargez le logiciel, vous pouvez commencer à miner. Le problème, c'est que votre ordinateur, il va être très peu puissant, donc vous allez avoir une puissance de calcul qui est très faible par rapport à la taille du réseau, et du coup, ça, vous allez dépenser plus d'argent que ce que vous avez gagné. Donc, c'est une industrie à part entière, le minage, c'est-à-dire qu'il faut des infrastructures conséquentes pour pouvoir être rentable, mais n'importe qui peut participer au réseau, sans problème. Ce qu'on appelle faire un nœud. En fait, on devient participant dans le réseau, on crée un nouveau nœud, et chaque nœud communique entre l'un et l'autre. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de laisser n'importe qui faire ce genre de choses, justement? C'est en fait, tu vois pas les montants. Quand tu valides, il voit pas, tiens, tu es en train d'acheter tant. Il voit juste qu'on l'appelle pour faire un calcul mathématique, il le résout et ça met le tampon sur ta transaction. Mais il voit pas la transaction qui a été faite dessous. Il voit pas ton nom, il voit pas ton adresse, il voit pas ce que tu as été faire, dans quel pays où ça va. Il sait rien. Il sait juste que tu as demandé un tampon. Donc oui, en fait, il fait le tampon. Il fait juste ça. Il sait pas ce qui tamponne. Pour le régulateur, notamment. Non, le problème du régulateur, c'est pas ça. Le problème du régulateur, c'est que comme l'a si bien expliqué Léo, comme c'est dans sa clé Ledger, s'il ne s'amuse pas à dire qu'il passe d'un pays à l'autre aujourd'hui, le régulateur, surtout américain, aime bien savoir où sont les dollars et tous les pays aiment bien savoir ce qu'on fait de leur argent. À partir du moment où tu as de l'argent qui n'est pas, où tu as été suffisamment bon pour qu'on n'ait pas reconnu ton pseudo, ça veut dire qu'on ne peut pas te taxer. On peut pas prendre, donc la fiscalité ne marche plus. C'est-à-dire qu'on paye un salaire, en fait, du coup, tu n'as jamais reçu ton salaire, donc tu n'as jamais payé de protection sociale, donc tu n'as jamais participé à la sécu, donc tu n'as jamais payé d'impôts, mais tu as tout cet argent que tu peux dépenser. Sauf que malheureusement, on vit tous dans des pays où on a besoin de payer des impôts, de la sécu, des choses comme ça. Donc en fait, le fait de le sortir, c'est comme le cash en fait, de le sortir du système, lui il dit, je veux prendre ma part du gâteau, donc dis-moi que ça existe. C'est juste ça l'histoire. Et puis il y a la protection du consommateur quand même. Oui, mais le cash c'est pareil. D'accord, mais justement, ça, c'est un cash qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, il y a aucun contrôle, c'est plutôt ça qui embête le régulateur. C'est ça, c'est qu'il veut savoir combien est en jeu. Alors ça c'est les révolutions en fait qui sont apportées par la technologie, qui est ce que j'entends, la technologie de la blockchain. Et après, si on passe sur la slide d'après, en fait, on va avoir, voilà. Alors ça c'est en fait la market cap globale des cryptos. Alors c'est un peu chuté depuis, c'est une capture d'écran qui date de la semaine dernière quand j'ai fait les slides. On a perdu un petit peu depuis, mais pour vous donner une idée. Ça, c'est depuis 2015 jusqu'à actuellement fin 2022. Donc, à un moment, ça a été la 9e plus grosse industrie au monde, industrie confondue. Ça avait la market cap était plus grosse que le PIB français. C'était plus gros que les 57 plus grosses compagnies automobiles dans le monde. Et il y a une semaine, c'était à peu près la market capitalisation de l'argent. En fait, il y avait les crypto-monnaies valaient autant que toute la market capitalisation de l'argent. Excuse-moi, mais tu peux lire le montant parce que j'arrive pas à le lire. C'est 1 trillion. Et au maximum, ça a été 2,65 trillions. Parce qu'il faut savoir que quasiment il y a un an, le Bitcoin valait 60 000. Là, il est quoi? On est à 16 là. Et donc en fait, l'idée derrière ça, c'est que c'est extrêmement nouveau. Ça a une dizaine d'années, mais c'est déjà une industrie qui à un moment était la 9e plus grosse industrie et qui actuellement est dans le top 30 des industries mondiales en termes de taille et de market capitalisation. C'est quand même extrêmement volatile. Et qui est extrêmement volatile, comme on peut le voir. Elle a été divisée par 3 en un. Mais elle a fait aussi fois. On le verra sur la slide d'après. Et puis il y a plein de choses technologiques qui sont intéressantes. La blockchain, le fait que les écritures soient immuables. Puis il y a plein d'autres. Le smart contract, l'automatisation. En fait, c'est juste que la partie volatilité, malheureusement, c'est parce qu'il y a un être humain au milieu qui sait pas quoi faire, qui n'a pas été éduqué et tout ça. Mais il y a plein d'usages technologiques. Par exemple, aujourd'hui, quand tu achètes des actions de ton Apple, bah, aujourd'hui, tu achètes une action. Dans le futur, tu pourrais appeler ce qu'on appelle tu pourrais acheter un token de la même manière. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Moi, je suis freelance, d'accord?
je veux acheter un appartement. Mon banquier me dit, mademoiselle Lambert, vous n'avez pas de CDI. Je vous aime beaucoup, mais revenez dans 3 ans, quand vous avez 3 ans de bilan. Que moi, j'aimerais bien m'acheter un appartement. Je ne vais pas attendre 3 ans. Et ce que je pourrais faire, c'est de me dire, je loue un appartement. Tous les mois, la location que je le paye à quelqu'un qui a acheté mon appartement et qui l'a tokenisé, donc qui a fait des bouts d'appartement. Donc, tous les mois, je rachète une partie de mon appartement. En fait, c'est comme si tu remboursais un prêt à toi-même. Et à la fin, du coup, si tu as 100% des tokens, tu as ton appartement. Si tu n'as pas 100% des tokens. Eh ben, c'est pas grave. C'est comme aujourd'hui, quand tu prends un prêt et que tu n'as pas remboursé 100%, quand tu revends du coup, c'est juste que tu as mis de l'argent et que tu n'as pas été au bout. Mais en fait, le principe, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand tu tokenises une société, un appartement, une voiture, ça peut permettre à des gens qui ne sont pas dans le monde classique du CDI d'aller acheter des actifs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas acheter une action Hermès, ça vaut 3 000 €, d'accord? Il y a peu de gens aujourd'hui qui ont les moyens d'acheter une action Hermès à 3 000 €. Par contre, si on te permettait d'acheter des bouts d'actions Hermès, plus de gens rentreraient sur le marché de la bourse. Aujourd'hui, pourquoi certaines actions sont aussi chères? Parce que ça fait une barrière à l'entrée. Et pourquoi, à votre avis, Tesla fait tout le temps des stock splits, c'est-à-dire qu'il passe d'une action à 1 200 €, il divise par 4 à 300 €, parce que le petit porteur, il a 300 € à acheter dans une action, il n'a pas 1 200 €. Et qu'est-ce qu'il veut, Elon? Eh ben, il veut qu'il y ait plus de gens qui achètent des actions Tesla. Il veut pas que ce soit réservé à des gens qui ont 1 200 de base pour acheter une action. C'est juste qu'en fait, c'est fait de façon institutionnelle avec le token. Et si on revient sur un appartement, l'appartement est une unité. Non, si tu fais une indivision, c'est pas une unité, c'est l'unité que c'est toi qui décides. Ça veut dire que tu es en indivision avec un nom, on pourrait tous être en indivision du même appartement. Eh ben, pourquoi pas? Et qui va vivre dedans? Mais en fait, tu as l'investissement et tu as la vie dedans. En fait, il y a différents sujets. Quand tu achètes des parts de SCPI, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, mais là, c'était pour comparer par rapport à un immeuble d'habitation. Oui, mais toi, sauf que là, moi, comme j'ai pas la capacité de faire un prêt, tu as quelqu'un qui achète mon appartement, à qui je rembourse tous les mois mon loyer, ça me permet à force d'avoir tout l'appartement. Là, c'est un cas très précis dont je parle, mais de se dire que même sur des biens de tous les jours, la tokenisation serait possible. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre technologiquement, cette technologie ouvre plein de perspectives. Ça en ouvre énormément, et là, j'allais vous donner 3 rationnels sur la techno, justement, parce qu'on avait les piliers derrière. Alors déjà, par exemple, Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies, c'est pas que des crypto-monnaies, c'est des systèmes de paiement à part entière qui intègrent la monnaie dedans. Donc là, on peut voir, c'est le premier exemple qu'on voit à gauche. Bitcoin plus Ethereum, en 2021, ça a fait 2 fois plus de transactions par jour que Fedwire, le système Swift, en fait, américain. Le plus gros système de paiement, en fait, de transactions interbancaires au monde. Donc, Bitcoin et Ethereum, 2 fois plus de transactions. Le volume de transactions, l'argent qu'on a bougé avec Ethereum, c'est 1,11 fois plus de volume que tout ce qu'a bougé Visa sur l'année 2021. Bitcoin, c'est 3,68 fois PayPal. C'est-à-dire que on a 2 blockchains qui ont bougé beaucoup plus en termes de volume d'argent que les 2 plus gros, enfin, c'est pas des protocoles, c'est des entreprises en l'occurrence, mais que les 2 plus grosses entreprises dans la vie réelle. Donc, c'est des systèmes de paiement à part entière qui marchent extrêmement bien, qui sont extrêmement puissants et qui sont plus puissants en fait que les plus grosses entreprises qu'on a actuellement qui font ce travail-là. Et dernier maillon de la chaîne, en revanche, il est pas. Tu peux toujours pas acheter ta voiture, tu peux pas acheter ta baguette, tu peux pas acheter ton appartement. Si, on va y venir un peu plus loin. Et c'est là où la rencontre des deux fait que tu vas pouvoir acheter ta baguette. On va y venir un peu plus loin. Mais là, du coup, par exemple, pour les banques, ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'elles peuvent bouger pour utiliser Fedwire, elles peuvent très bien utiliser Bitcoin pour monter des fonds dans d'autres juridictions instantanément le dimanche sans avoir à attendre que l'entreprise ouvre le lundi pour bouger leur fonds. Comme tu dis, en interbancaire. En interbancaire, par exemple, tout à fait. Pas moi, demain, je vais acheter mon pain avec tu peux déjà acheter des choses dans Paris en Bitcoin. Moi, j'ai acheté mes fenêtres en Bitcoin. Tu peux acheter un appartement. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté un appartement en Bitcoin avant. Et donc, comment tu fais concrètement pour acheter des fenêtres? En fait, c'est la beauté ce que j'expliquais, le collatéral. Donc, j'ai des bitcoins que donc j'ai utilisé une carte bleue qui m'a permis de payer en euros. J'ai mis mes bitcoins en collatéral. Et donc, soit tu décides de liquider tes crypto-monnaies pour acheter tes fenêtres, soit dans mon cas, comme je voulais garder mon bitcoin, et j'ai attendu d'avoir un peu plus d'argent. J'ai remboursé mes bitcoins, donc remboursé en euros. Ils m'ont rendu mes bitcoins et du coup, j'ai payé mes fenêtres avec ma carte bleue Bitcoin. La carte bleue qui est émise par qui? Qui est émise par un exchange, par un échange qui est dans la crypto-monnaie. Il y a une licence bancaire qui te permet de faire ce paiement? Oui. Il y en a plein. Je pourrais vous donner. Il y en a plein. En fait, tout le monde ils sont obligés de trouver des intermédiaires parce que s'ils veulent que cette révolution soit adaptée globalement, ils sont obligés de revenir dans la réalité qui est le fiat.
Donc, en fait, ils n'ont pas d'autre choix. Donc, la question de tous ces projets-là, c'est de faire ça proprement pour que d'un point de vue légal, réglementaire, compliance, tu sois nickel chrome. Mais si tu veux que le truc soit développé, tu n'as pas d'autre choix. En fait, ta plateforme d'échange, elle fait du KYC sur toi. Elle a une sécurité, elle a une photo de ta pièce d'identité, etc. Donc, elle peut avoir une licence bancaire derrière et faire l'intermédiaire entre toi et en fait, ça devient ta banque. Dans ta banque, tu peux passer directement par plateforme d'échange. Et c'est bien ton exemple des fenêtres que tu achètes en Bitcoin collectarisé, mais à la fin, tu as gagné de l'argent ou pas? Parce que si le Bitcoin, il dégringole. Parce que du coup, j'ai pas vendu mes bitcoins, donc en fait, c'est ça qui était l'intérêt. Moi, l'intérêt, c'est que j'avais pas de cash. Ils sont passés de 60 à 15. Hein. Oui, mais j'avais pas d'euros au moment où j'ai acheté mes fenêtres, donc j'ai mis mes bitcoins. Au lieu de revendre mes bitcoins pour acheter mes fenêtres, je les ai mis en collatéral. Mon client m'a repayé mon salaire mensuel, donc j'avais les moyens de payer mes fenêtres en euros. Et donc, du coup, sauf que mes bitcoins, je les ai pas liquidés. C'est comme quand t'as besoin t'as plein d'actions et tu veux t'acheter une voiture. T'as pas de cash. Donc, soit tu liquides tes actions et donc tu perds le gain possible, soit tu mets tes actions en nantissement et du coup, ça te permet de garder. Et en fait, pourquoi on fait ça sur tous ces trucs-là? C'est que moi, le Bitcoin, j'espérais que ça montait. Cette année, ça n'a pas vraiment eu lieu. Mais comme j'ai envie de le garder à long terme, ce Bitcoin, j'ai pas envie de le liquider maintenant. Puisque la beauté de la régulation, elle vous dira, dès que vous liquidez le Bitcoin réel et que vous avez fait de l'argent, l'État prend de l'argent, 30%. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'intérêt à le liquider. Ça va faire mieux, vu que je l'ai acheté il y a un certain temps, de garder précieusement pour que le jour où je le liquide. Mais avec ta clé Ledger, là, tu vas te la liquider ailleurs. Comme ça, tu n'es pas taxé. Alors, tu peux liquider ailleurs, ça s'appelle la fraude. C'est ça, voilà. Ça s'appelle la fraude, on peut frauder plein de façons différentes. Je sais pas, si tu as beaucoup, ça peut valoir la peine. Hein. Non, parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte d'acheter ta voiture en Bitcoin. Et ça reste sur une fraude, mais il y a un moyen plus simple. Je ne sais pas si on peut en parler, on en parlera en off. Mais pour le coup, si tu achètes ta voiture en Bitcoin, lui, le garagiste, à un moment donné, il va devoir le déclarer dans ses comptes. Ouais. Et là, lui, il va être obligé de faire la déclaration. Donc, il y a un moment donné, quelqu'un qui va être obligé de revenir dans la monde réelle. Et soit c'est toi qui te fais avoir au moment où tu fais cette fraude, soit c'est lui. Et donc, pour le coup, comme lui, il a d'autres clients à servir que toi, il va pas prendre le risque de t'acheter. Il y a une solution, non, mais on n'est pas là pour faire des trucs sur la fraude. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, il faut arrêter d'avoir l'idée que le Bitcoin, que les cryptos, ça permet de frauder, ça permet de blanchir de l'argent. Moi, je crois que c'est surtout la spéculation à la base. En fait, c'est la spéculation, le truc. C'est la slide juste après, sur le rationnel numéro 2, qui est en fait, le premier rationnel numéro 2, c'est l'investissement et la diversification d'investissement. Le Bitcoin, c'est l'actif qui a le mieux performé de la décennie dernière, en fait, depuis 2011. Le ROI du Bitcoin, c'est 278 271%. Donc, je fais les calculs la semaine dernière, hein, et j'avais pris de juillet 2012 à juillet 2022, qui était le plus bas avant aujourd'hui, enfin avant hier, parce qu'hier, du coup, on a touché un nouveau plus bas, mais c'était le ROI à date le plus bas. Et pour vous donner une idée, le Nasdaq à côté, c'est 343%. Vous avez une échelle qui permet de comparer en fait quels sont les gains qui peuvent être faits sur le Bitcoin, qui ont été faits par le passé sur le Bitcoin. Ça ne présage en rien de ce qui va se passer dans le futur, bien évidemment, mais dans le passé, c'est ce qui s'est passé. Ça a performé de 800 fois le Nasdaq. En investissant au plus bas. Non, en investissement en juillet 2012 au plus haut de l'année 2012 et en liquidant au plus bas de l'année 2012. Juste en gardant 10 ans, en le gardant 10 ans. Mais je peux rebondir sur ce qu'il disait là, quand on compare justement sur la précédente les transactions, enfin, est-ce qu'on compare des carottes avec des carottes, parce que les transactions, comme tu appelles ça le monde réel, donc il y a des échanges un appartement contre de l'argent. Là, les transactions, on parle de quoi en fait dans la crypto. C'est dans cet écosystème et c'est pas sorti. Mais ce qui est intéressant, c'est le Il y a les passages du monde réel. La question, effectivement, je suis d'accord avec les camarades. C'est qu'effectivement, tu compares Visa qui fait des opérations, pour le coup, d'achat, carte, et à des cryptos où tu as des opérations qui sont des achats-ventes d'investissement. Et je pense que c'est pas ça. En fait, ce que je voulais montrer, c'est le volume. C'est que ce qui est intéressant, c'est que le volume. Combien ne sont pas juste des transferts. C'est hors trading. C'est le volume bougé d'une adresse à une autre. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toi, aujourd'hui, quand tu fais ton transfert et que manque de peau, tu te réveilles le vendredi soir, tu n'auras pas ton argent le lundi matin. Donc, toi, si aujourd'hui ta banque t'annonce qu'ils vont faire faillite, eh ben, tu pries très très fort pour que le lundi matin, tu puisses toujours retirer ton argent. Là, ce qui est intéressant, c'est que technologiquement, tu peux faire n'importe quelle chose à n'importe quel moment et le truc est immédiat. Ce qui est intéressant, c'est de voir la scalabilité du truc. Aujourd'hui, on sait très bien que Swift, tous ces réseaux, ils ont une limite de taille, tu vois. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu te dis,
Tu as donc plusieurs éléments maintenant à ton arc. Soit tu décides de faire de l'interbancaire en Swift, soit tu peux utiliser le Bitcoin. Et c'est vrai que dans certains pays, c'est plus facile d'envoyer des choses à une adresse et après de le repasser dans une banque que de faire un KYC dans une banque, tu vois. Et donc, en fait, ça donne de nouveaux moyens de passer l'argent d'un pays à l'autre, toujours dans la légalité, mais c'est juste un nouveau moyen supplémentaire. Il y a une différence fondamentale aussi, c'est que par exemple, Swift, vous ne bougez jamais de l'argent, en fait. C'est juste une écriture comptable qui va bouger d'une banque à une autre. Bitcoin, vous bougez la valeur sous-jacente. C'est-à-dire que la blockchain permet de bouger le fonds. C'est pas une écriture comptable. C'est-à-dire que les fonds sont vraiment détenus ensuite dans l'adresse à laquelle c'est viré. C'est-à-dire c'est un peu, si on peut donner une image vraiment, derrière chaque fonds transféré, tu as une écriture comptable. Hein? Enfin, parce que tu disais, il n'y a pas d'écriture comptable. Dans Swift, il n'y a pas d'écriture comptable. Non, je disais, c'est que des écritures comptables. Je veux dire, il n'y a pas de transfert de propriété. Il n'y a pas de transfert d'argent d'une banque à une autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir avec un chariot qui va charger des billets et qui va les bouger d'une banque à l'autre ou des lingots d'or. Là, pour donner une image sur Bitcoin, c'est le lingot d'or qui bouge d'un portefeuille à un autre. C'est-à-dire, l'asset, l'actif réel derrière, il est vraiment détenu par la nouvelle adresse à laquelle c'est viré. C'est pas une écriture comptable, c'est pas une compensation comme il y a dans les banques. En revanche, dans les banques, vous avez le fonds de garantie. C'est la différence. Toute la différence, c'est tout le problème de la régulation, c'est ça. Sur ma ledger, j'ai un fonds de garantie à hauteur de 100%. C'est-à-dire que personne ne peut prendre des fonds que sur la ledger. Donc là, mais même si Ledger fait faillite, je les ai toujours réglés. Sauf que si la crypto que tu détiens sur ta Ledger et arrive à zéro. Moi, je suis libanais, mon oncle au Liban qui a de la vie libanaise, c'est le plus gros shitcoin, c'est-à-dire ça vaut plus rien. Donc c'est pas parce que c'est émis par une banque centrale que ça a de la valeur. On compare ça au dollar, on compare ça à l'euro parce que c'est des monnaies relativement stables. Il y a des pays comme l'Argentine, il y a des pays comme le Nigeria, il y a des pays comme le Liban, où la monnaie qui est émise par la banque, la monnaie qui est émise par la banque centrale ne vaut rien et a une inflation incroyable. Après, il faut mettre un petit bémol, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui en Argentine se sont fait payer en Bitcoin. Sauf que si tu comprends pas que le Bitcoin, que tu t'es fait payer quand ça valait 60 000 et que malheureusement, à la fin de ta journée, tu achètes toujours ta baguette avec le truc de machin, bah, si t'as pas pensé à un moment à le repasser dans l'unité, bah, tu te prends l'effet volatilité. C'est pour ça qu'il faut juste mettre un tout petit. C'est que ça permet, du coup, sur des pays où c'est compliqué, mais que moi, je connais plein de gens qui ont acheté des bitcoins, de l'Ethereum, sauf que la valeur ayant dégradé, quand tu repasses dans le monde réel, bah, au départ, tu avais 4 000 €, maintenant, tu n'en as plus que 2 000. Donc, c'est juste là, il faut vraiment penser à la variable d'ajustement. C'est comme c'est une monnaie comme l'euro ou le dollar, il faut regarder comment la monnaie réagit pour prendre des décisions avisées et se dire, est-ce que moi, à la fin, j'achète ma maison en bitcoin ou j'achète ma maison en euros? C'est pour ça que le titre ici s'appelle investissement et diversification. Investissement, si vous restez sur Bitcoin, c'est un investissement, vous spéculez. Vous pensez que ça va prendre de la valeur. Techniquement, ça va pas en perdre, sinon vous changez, en fait, vous faites du cash out, quoi. Vous prenez des euros, des dollars. Diversification, c'est parce qu'il y a quelque chose dans les crypto-monnaies qu'on appelle les stablecoins. Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui réplique, en fait, la valeur d'un actif qui existe. Par exemple, le dollar. Donc, c'est-à-dire que je peux passer mes bitcoins en stablecoin équivalent en dollars. Par exemple, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle l'USDT qui réplique 1 pour 1 le dollar. C'est-à-dire que si j'ai un USDT, et ben derrière, ça vaut toujours $1. Donc, par exemple, je suis en Argentine, je me fais payer en bitcoin. Quand je reçois mon salaire, j'ai juste à changer, en fait, à passer de l'investissement à la diversification. Je dis, voilà, je veux pas garder bitcoin, c'est trop volatile. Je transfère tout en USDT. Et maintenant, je m'expose à des dollars, donc je diversifie mon portefeuille. Et là. Mais je ne suis pas taxé parce que je suis toujours dans le monde des cryptos. Je suis toujours dans le monde des cryptos, donc j'ai pas de taxe, j'ai rien. En Argentine, ça me permet d'avoir accès à du dollar. Alors, je n'ai pas forcément accès à du dollar dans la rue, si je voulais en avoir. Il y a plus de dollars en circulation. Au Liban, par exemple, le dollar est dans le marché noir. Donc, aller chercher du dollar dans les banques. Donc, avoir accès à l'USDT, ça permet de s'exposer au dollar, donc de garder son pouvoir d'achat, d'avoir accès à un exchange ensuite. On peut mettre ces dollars-là sur une carte bleue qui permet ensuite de faire des paiements. Et ça permet de contourner le système qui marche pas à un endroit local. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient en fonction de leur position. Et en fonction de l'éducation que vous avez, c'est-à-dire que si vous pensez pas à un moment donné à convertir en US dollars, en effet, là, vous prenez l'effet Bitcoin. S'il y a une baisse donc en fait, toutes les monnaies, les currencies, les tokens, il y a, non seulement c'est des révolutions technologiques, mais il y a aussi de l'éducation à faire. Et c'est pour ça qu'il faut lier vraiment les deux. Désolé, je parle pour... Ouais, c'est juste pour vous donner une idée, en fait, de l'adoption, parce que, on a l'impression que c'est, il y a des gens qui ont l'impression que c'est assez marginal. C'est de moins en moins marginal. On a fait x59 en termes d'utilisateurs depuis, en fait, 6 ans. Ça représente à peu près 300 millions d'utilisateurs uniques dans le monde. Et pour vous donner une idée, c'est exactement la même courbe d'adoption. On suit vraiment la même courbe d'adoption que Internet, dans les années 90. Et là, on serait à la fin des années 2000, au moment de la bulle d'Internet, d'ailleurs.
Ce qui est assez intéressant. Et il faut pas oublier, c'est que nous, on est dans des pays très bancarisés et en Afrique, il y a beaucoup de pays. C'est à ça d'après. Il n'y a pas une répartition là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout en fonction de la puissance de la monnaie. Mais justement, déjà, est-ce que là-dessus, qui pense que le Vietnam est le pays où il y a le plus d'adoption dans la crypto? Levez la main si c'est le cas. Le plus, c'est parmi les 4, hein? Ouais. Alors, ouais, je vais faire Vietnam, USA, France, Chine. À chaque fois, vous levez la main quand vous pensez que c'est bon. Donc, Vietnam, qui pense que c'est le Vietnam qui a le plus forte adoption des crypto-monnaies? Tu veux dire en proportion de la population? En proportion de la population, ouais. On parle pas de volume, on parle de... C'est super jeune, super dynamique, ça m'étonnera pas. Hein. Vietnam qui pense? Ouais, je les mettrai en là, tiens. On a 3 personnes. USA? Ouais, 2. 3, 4, 5. France? Non, je pense. Chine? Ouais, je dirais pas Chine, je serais pas étonné. Chine aussi, C'est ouais. encore autorisé, donc j'y serais. Ouais. 4 personnes. Et sur la slide d'avant, sur la slide d'après. C'est quoi l'ordre? C'est le Vietnam, en fait. En fait, les pays où il y a le plus gros taux d'utilisation des crypto-monnaies, c'est les pays qui sont les moins bancarisés. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir un smartphone pour avoir accès à un système bancaire, un système de paiement international. Donc, par exemple, quelqu'un qui a envie d'envoyer des fonds au Vietnam à sa famille qui est dans la Cambrousse, qui n'a pas accès à un ça évite transfert Union, hein. Western Union. Ça permet Je pense aussi que c'est fonction de la population qui est établie à l'étranger. Au Vietnam, je sais plus quel est le pourcentage de la population qui vit à l'extérieur. Alors, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est multifactoriel. Ouais. Je pense que c'est multifactoriel. Et puis, il faut pas oublier que le vietnamese, vous ne pouvez pas le sortir du pays, hein. Donc, de toute façon, ça vous fait une belle jambe d'avoir des vietnamese. Mais à droite, vous avez le classement, donc les 10 premiers. Et en fait, dans le classement, on voit qu'il y a les pays où il y a la monnaie qui s'est fortement dévaluée. On voit qu'il y a... Oui, je peux vous envoyer ça, sans problème. Est-ce que, oui. Je vais pas t'interrompre, mais ça va. Donc moi, j'ai une fausse image que moi-même, tous les potes parce que tu parles de taux d'adoption. Oui. Et t'avais, je sais pas, 229 millions, 300 millions. Ouais. 200 millions. Mais pour moi, j'ai peut-être une image faussée parce que je vois autour de moi, tous mes potes, c'est juste pour faire du trading, quoi. Oui. Donc, ils s'en servent pas. Tu vois, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit, j'ai une carte bleue et je suis allé acheter des têtes. Parce que toi et tes amis, vous avez accès à un système bancaire, déjà. Okay. Donc, en fait, vous êtes déjà bancarisé. Donc, il y a pas besoin. Voilà. C'est de la diversification boursière, c'est pas de la diversification bancaire, c'est pas de la diversification bancaire. C'est pour voir. Toi et tes amis, c'est de l'investissement pur. Pour vous donner une idée, en France, il y a à peu près 8% des personnes en France qui vont acheter des crypto-monnaies. Pour info, il y a que 6% qui ont des actions, hein. Et voilà, 6% qui ont des actions. Donc, on a un taux de pénétration plus fort que sur les actions. Et d'autant plus fort sur les populations jeunes, parce que c'est surtout les populations jeunes qui ont... On a tellement dit que c'est de l'argent facilement fait, c'est pas... Oui, mais c'est aussi parce que tu peux acheter un bout de Bitcoin, alors qu'une action Hermès, ça vaut pas le même prix. Là aussi, du coup, c'est plus facile. Quand t'as pas les moyens, quoi? Non, mais d'accord, mais les valeurs qui font rêver les jeunes, c'est plus Apple que Stellantis, excusez-moi. Donc forcément, le prix d'Apple et Stellantis, on n'est pas tout à fait la même chose. Nike te fait plus rêver qu'Adidas, surtout post-Kenwest. Donc forcément, magiquement, l'action Nike elle est plus chère que l'action. Non, mais là, on a mis le doigt sur un point où, moi, par exemple, je travaille dans le risque bancaire en particulier, donc c'est pour ça que mes questions sont très orientées. Et on voit, moi j'ai pas le droit d'investir dans quoi que ce soit. Je travaille pour Moody's, j'ai le droit d'investir dans non, mais c'est pas la seule. Mais je regarde autour. Et du coup, c'est là où on a le point justement où moi dans mon éducation financière, je vois ça comme le Bitcoin est arrivé pour combler un manque que les banques n'étaient pas capables d'avoir justement dans ce monde non bancarisé. Et le côté plus moderne, nous Français, les Américains, etc., qui se disent ah mais trop bien, en fait on fait ça pour spéculer. Alors qu'il y a en fait à la base il y avait une volonté d'intégrer dans un système bancaire. C'est comme les produits dérivés. On n'avait pas la possibilité. C'est la même chose. En fait, c'est juste que selon le pays, t'as pas du tout les mêmes usages. Là, en fait, on commence juste à découvrir l'histoire en fait derrière les crypto-monnaies, parce que il y a plein d'autres utilisations. Par exemple, un utilisateur qui est un peu plus aguerri dans les crypto-monnaies, il va pouvoir faire en fait tout ce qui se fait dans la finance traditionnelle sans passer par aucun intermédiaire. Donc il y a beaucoup plus de rentabilité aussi à tirer pour quelqu'un qui sait s'en servir. Mais celui-ci, il y en a combien sur tous les... Celui-ci, il y en a beaucoup moins. Je suis entièrement d'accord. C'est ceux-là qui sont dangereux. Je suis pas dangereux, mais... Non, parce que pour le coup, eux, ceux qui savent... Non, mais ceux qui s'aventurent là-dedans, il y a deux catégories comme partout, hein. C'est comme sur les produits dérivés. T'as ceux qui comprennent ce qu'ils font et t'as ceux qui font comme leurs copains et qui se vautrent. Et le problème... Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le truc qui entraîne le truc à la cave, c'est en effet, c'est les potes qui veulent s'amuser et tenter le machin, parce que de toute façon, à la fin de la journée, c'est de l'argent de poche pour eux. Mais les gens qui sont au Vietnam, eux, pour le coup, quand le Bitcoin, il plonge, ça a un vrai impact.
Parce qu'on n'est pas, nous, en fait, on a de la chance, on a des problèmes de riches, on va dire. Moi, je connais chez les joueurs, il y a beaucoup d'Argentins, par exemple, parce que c'est un pays qui est instable au niveau monétaire. Beaucoup d'Argentins. C'est ceux qui ont vu ce que c'était. Voilà, c'est un pays. Comme les Allemands en 1930, quoi. C'est exactement pareil. Hyperinflation. C'est des gens qui sont arrivés très tôt dans l'écosystème à cause Moi, de j'ai ça. plein de collègues argentins. C'est aussi, hein. Mais moi, justement, c'est parce qu'ils avaient du mal à consigner, en fait, à garder de la valeur. Ils avaient l'impression de se populariser avec leur monnaie qui valait plus rien. Du coup, ils sont rentrés très tôt dans l'écosystème. C'est des gens, par exemple, qui ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser des crypto-monnaies. Je pense qu'en Argentine, c'est 24-25% des personnes qui ont des crypto-monnaies contre 8% en France. Ça donne une échelle. Pour avoir du coup accès au dollar avec les gens. Pour avoir accès au dollar, exactement. C'est même pas du Bitcoin, en fait. C'est ça. C'est du dollar, c'est du dollar, et c'est de pouvoir dépenser des dollars. C'est ça, parce que leur monnaie ne vaut plus rien. Comme le Mira ou le Nigeria. C'est tous les pays. C'est le pays. Sur l'existant avec un seul qui a une banquière moderne. Et l'Ukraine aussi. Je vais là sur d'autres raisons. Je sais pas comment ça se passe pour Mais ça, c'est rentré dans le classement très récemment. Bon, je crois qu'il y a. Comme c'est ton numéro 4. Je crois que ça date, les stats datent de cette année. Mais après, ça bouge pas, il y a peut-être l'Ukraine qui est apparue. J'ai mis la source, c'est En 2021. Ukraine, ils sont là depuis des années. Renia, t'as pas forcément envie de la garder. Je l'avoue, la plupart. Du coup, on va faire une version très courte du paragraphe suivant. Ouais, je suis désolé. Non, mais c'est moi, je t'interromps. Alors, il y a deux solutions. Soit je vous dis comment respecter la loi en crypto, ou soit on parle de FTX. Vous choisissez votre poison. Alors, FTX. Alors, quand vous écoutez ce qui s'est passé avec FTX, c'est un jeune homme qui est dans un penthouse aux Bahamas. Il y a un jeune homme qui est dans un penthouse aux Bahamas et il s'est dit, tiens, je vais créer mon petit exchange. Je vais l'appeler FTX et je vais créer mon petit token. Je vais l'appeler FTT. Et comme j'ai fait MIT, je vais créer donc à côté un hedge fund qui s'appelle Alameda Research. Jusque-là, on est assez classique. Hein. Donc dans le monde réel, ce serait une banque crée son hedge fund qui, grâce à la loi de la séparation bancaire, sont censés être séparés. Ce qui fait que si un fait faillite, on peut pas utiliser les fonds de l'autre. Mais lui, il s'est dit, bon bah, c'est l'avantage de la crypto, comme les régulations arrivent mais doucement, il s'est dit, je crée deux entités, donc je reproduis le schéma classique. Donc là, ce monsieur lance des algorithmes de trading sur sa partie recherche, il est très bon, il gagne beaucoup d'argent, tout va bien, tout le monde trouve qu'il est très fort, il dit qu'il va aider le monde, sauver la planète, on est content. Sauf qu'à un moment donné, manque de peau, il fait des paris dans son hedge fund et il se dit, bon, le problème, c'est que le Bitcoin, il était à 60 000 et maintenant, il n'est plus à vraiment ça. Donc là, en fait, il a fait des paris qui s'avèrent être pas si rentables que ça. Donc là, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, du coup, il a des appels de marge. Appel de marge. Donc là, il se dit, bon, il me faut des fonds. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver des fonds? Alors, comment je me pose la question? Il me dit, j'ai un token, le FTT. Je vais donc le poser en collatéral, comme moi, j'ai posé des bitcoins pour acheter mes fenêtres. Et c'est là où c'est marrant. C'est que il y a des gens qui l'ont accepté en collatéral, alors que c'est sa propre monnaie. C'est comme si toi, tu posais en collatéral de ta maison tes fenêtres. Ça n'a aucun sens d'un point de vue logique. Mais bon, tu l'as tenté, il y a des gens qui ont dit oui, donc on va y aller. Donc il pose son jeton en collatéral, sauf que là, au bout d'un moment, les gens se rendent compte que peut-être que derrière ce token ne vaut peut-être pas tout à fait ce prix-là, que peut-être que les fonds de ce client posés sur des exchanges, des fonds légitimés de traders, de gens qui traitent des vraies choses, en fait, ça sert à renflouer l'autre partie. Il se dit, je vais tenir, à un moment donné, le Bitcoin, il va monter. Hein. C'est magique. Comme ça remonte, c'est des cycles, il dit, faut juste passer l'hiver, tu vois, le crypto winter, on va y arriver, tu vois. Manque de peau, il n'a pas vu Game of Thrones. Et à un moment donné, il y a notre ami de Binance qui, à l'époque, avait investi dans sa société, qui dit, moi, j'ai reçu plein de tokens quand j'ai revendu, tu m'as racheté mes parts, je vais les dumper avec un petit tweet en disant, je vais donc, dans un esprit très tradfi, en partageant, je vais donc dumper 500 millions de tokens. Je vous préviens, comme ça, ce n'est pas un délit d'initié, vous êtes tous au courant. Mais avec un petit disclosure, by the way, il y a des trucs pas trop cool qui se passent. Et c'est là où toute la beauté de la non-éducation financière fait le massacre. C'est que quand vous voyez ce tweet, moi c'est mon cas, j'ai tout vendu en 10 minutes. C'est-à-dire que vous vous dites, comme aucune personne ne va réagir de façon rationnelle, comme à la fin, il n'y aura pas une banque centrale qui va rattraper un acteur qui s'est pété la gueule, parce qu'on a déjà eu 2, dans le doute, tu vends quitte à perdre de l'argent. Et donc là, il se passe la beauté, et là, vous allez adorer mes parallèles. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu lieu face à un Lehman. C'est-à-dire qu'en fait,
Le collatéral, c'est comme quand vous vous souvenez de la crise des subprimes. Vous dicez des crédits pourris. Ben là, vous dicez des tokens pourris. Donc voilà. Sauf qu'après, à un moment donné, il faut retrouver du cash. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une cardielle. Vous liquidez vos positions rapidement. Et le marché s'effondre. En fait, c'est toujours la même chose. À part que pour Kerviel, on n'avait pas annoncé publiquement qu'on liquidait et on a attendu à faire la liquidation pour l'annoncer. Là, ils ont annoncé avant qu'ils faisaient la liquidation. Oui, mais la liquidation, mais sauf que, en fait, c'est parce que ça se passe sur un tweet. Et dans le monde bancaire, ils le savaient qu'ils étaient en train de liquider. Moi, pour le coup, j'étais en salle de marche. C'est arrivé après, un peu plus tard. La transaction est arrivée dimanche soir, le plus arrivé le lundi matin. C'est ça, en fait. C'est juste que les initiés le voyaient. Moi, j'étais en salle de marché pendant Kerviel. Oui, le grand public ne savait pas, mais les gens ont bien vu les heures passer. Ils sont pas débiles quand tu passes sur des carnets d'or à cette taille-là. Bah, c'est toujours le principe de ça, c'est qu'il y a les initiés, et là, c'est dit, je vais le faire. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il n'y a pas d'éducation financière, les gens sont dans le doute, comme il n'y a pas à la fin quelqu'un qui va te redonner ton argent, dans le doute, tu liquides tout, à n'importe quel prix, c'est les soldes. Sauf que, normalement, une banque, si aujourd'hui, tout ça aujourd'hui, en France, on allait voir notre banque principale, on lui disait, donne-moi mon cash. Je pense qu'il y a peu de banques, même avec les garanties, qui survivraient, parce que là, ils ont dû sortir 6 milliards en une journée. Je sais pas, mais moi, j'ai pas 6 milliards dans ma poche comme ça. Donc, sauf que eux, les 6 milliards, ils avaient été investis à différents endroits, donc ils ont dû liquider leur position en urgence, et donc, déjà, si jamais ils avaient eu 6 milliards dans leur bilan, ils en auraient plus que 5 à la fin de la liquidation express. Donc, en fait, le truc, c'est aussi simple que ça, c'est que ce tweet a fait que un truc qui était déjà prévu, c'est-à-dire que ça allait peut-être durer plus longtemps, là, ça a provoqué le truc rapidement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a sorti ses bitcoins de l'exchange en se disant, si l'exchange fait faillite et que c'est pas sur ma ledger, il va entraîner avec lui mes bitcoins. Sauf que c'est la beauté, comme il a des parts dans d'autres sociétés, comme ce monsieur aime un petit peu quand même la fraude, puisqu'il a fait une backdoor dans sa comptabilité pour pouvoir retirer l'argent sans que ses auditeurs le voient. Donc, c'est pour ça, en fait, ce qui se passe sur FTT, c'est purement du TradFi problème. C'est juste que le sous-jacent, c'est de la crypto. Mais ce n'est pas un problème de crypto, c'est un problème de non-respect des lois. C'est une fraude à grande ampleur. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que Sam Bankman-Fried, qui était qui est toujours d'ailleurs le CEO de FTX, c'était la personne qui poussait le plus pour la régulation. Pourquoi il poussait pour la régulation? Parce que ce qu'il voulait, c'était avoir les insights en fait sur la régulation avant qu'elle sorte, pour pouvoir la contourner le plus efficacement possible. Alors pourquoi est-ce que le PDG de Binance il a tweeté, est-ce qu'il a tweeté pour racheter parce qu'il y a une... Oui, mais parce qu'en fait, il a pas vraiment dit, il a dit, je vais peut-être regarder, peut-être, mais il espérait sur un malentendu, avoir une bonne surprise. Et je pense quand il a dû voir les comptes, il a dû voir qu'il pensait qu'il était à moins 3 milliards, il était peut-être plutôt à moins 9. Donc, à un moment donné, il s'est dit, on va pas, parce qu'en fait, si Binance avait racheté, pour rappel, Sam a quand même racheté Voyager qui a fait faillite il y a quelques mois. Donc, en fait, à un moment donné, si tu rachètes un truc qui a fait faillite, il faut rembourser les mecs au bout. Donc, c'est juste que du coup, tu as entraîné aussi Binance à la cave. Donc là, pour le coup, CZ, il s'est dit, on va arrêter les frais parce que là, je vous annonce tout de suite, s'il y a un acteur, parce que là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde a peur, ils achètent une ledger, ils sortent tous les fonds des exchanges, sauf que tous les autres exchanges, ils doivent aussi être en capacité de sortir ces liquidités rapidement. Et même si tu es financièrement stable, c'est compliqué d'aller sortir 6 milliards comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas, va voir ton banquier, lui demande-lui de te faire une valise de 200 000 euros pour lundi, tu penses que ça va être compliqué, tu vois. Là, c'est la même chose. Donc, c'est juste une logique. Et en fait, le problème, c'est que au global sur la crypto, on n'a pas compris que à partir du moment où tu as un échange centralisé, tu es juste dans la TradFi. C'est juste que le sous-jacent, en fait, est de la crypto. Soit de la même manière. C'est ça. Et juste les actifs qu'on utilise, c'est des crypto-monnaies. Donc, les titres qu'on pourrait utiliser, n'importe quoi, des actions ou autre. Et donc, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que la leçon à retenir de cette histoire, c'est pas la crypto, c'est mal, les échanges centralisés, c'est mal. C'est à partir du moment où il y a des effets de foule et des effets de non-logique, quand vous êtes en crypto, il faut soit la posséder, ou soit si vous décidez de la donner à quelqu'un, savoir que, cette personne n'a aucune obligation légale de vous rembourser. Si elle fait faillite, elle vous entraîne avec vous donc, la passer sur un ledger. Et que, du coup, quand on dit le mot que disent tout le temps les gens sur la partie crypto, c'est do your own research. C'est pas parce que ton copain te dit que l'exchange à côté est super cool que tu y vas. Tu fais tes recherches, tu poses des questions. Si tu as un doute, tu y vas doucement. Mais tu fais pas parce que ton copain, ta sœur, ton frère, t'a dit que c'est le meilleur plan, tu vas te faire 20% d'intérêt. À la fin de la journée, si tu te fais 20% d'intérêt, il y a quelqu'un qui va avoir perdu de l'argent. Parce que l'argent ne pousse pas encore sur les arbres, à ma connaissance. Si vous avez l'adresse de l'arbre, je vous le dis. Et sur les cryptos, c'est la même chose. Et du coup, FTX n'aura pas d'autre effet que juste s'il fait faillite.
Non, en fait, il y a un effet de contagion là qui est qui est sur le marché, c'est-à-dire que c'est ça. En fait, ils ont investi dans plus d'une cinquantaine d'entreprises, de protocoles, etc., avec des investissements conséquents. Donc ces personnes-là, à terme, ont levé des fonds, mais peuvent plus en fait compter sur ces fonds-là. Et tout le monde n'a pas dit encore, je pense que tout le monde n'a pas dit ce qu'il avait investi chez eux. Donc c'est-à-dire qu'on va découvrir dans des bilans dans 6 mois, 1 an, des boîtes qui là, en attendant, parlent pas du fait qu'ils ont investi à un moment dans FTX, ils font genre, on n'est pas, ils espèrent. C'est quel type de société qui ont investi dans des mais c'est Sequoia Capital. C'est ça. Paradigme. C'est très, très gros, hein. C'est des très, très gros. Donc, en fait, s'il y a que ça qui s'effondre, ils survivront. Mais c'est pas comme si en ce moment, la tech aux États-Unis, en GAFAM, faisait beaucoup d'argent. Donc, le problème, c'est qu'en plus, c'est pas comme si le reste de l'économie allait bien. Donc, s'ils disaient, c'est pas grave, je vais compter sur Facebook et Amazon pour compenser ma perte, hein, c'est pas le bon moment, tu vois. Ouais, je pense que c'est le début de l'histoire. Oui, là, c'est le début de l'histoire. En fait, c'est une vague, et on va y avoir des rooms, quoi. C'est ça. Et on va avoir des moyens, long terme et très long terme. Et donc, je pense que, dans 5 ans, après, comme on a eu Lehman et la loi de séparation bancaire, dans 5 ans, on aura l'effet 1, l'effet vague 1, vague 2, vague 3. Et je pense que là, on en a. Puis en plus, c'est pas comme si ça se passait pas d'autres choses dans d'autres écosystèmes. Et le problème de ces écosystèmes-là, c'est que tout est lié. Mais Lehman, le risque ultime, c'est qu'il y a des gens qui ont fini dans la rue. Pour FTX. Mais là, c'est déjà le cas. Là, il y a des gens qui ont pris des prêts pour payer leur Neoma. Sauf que, en fait, leurs parents payaient Neoma. Ce prêt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des bitcoins. Là, ils ont tout perdu. Et sauf que la banque, elle en a rien à faire, qu'ils aient tout perdu. Et donc, il y a déjà des gens qui, là, dorment dans leur voiture, sont SDF à cause de ça. Parce que, à la fin de la journée, quand vous faites un investissement, vous devez être en capacité de le rembourser. Et les gens n'ont pas compris. Et c'est la même chose sur la bourse, hein. Pendant 2 ans, t'achetais n'importe quoi, tu gagnais de l'argent. Donc, forcément, tout le monde s'est pris pour un trader de premier vol, hein. Sauf que la réalité, c'est que tout ce que les erreurs que tu passais avant, même moi la première, j'ai fait plein d'erreurs, sauf que là, maintenant, t'as pas d'excuse, toi. Tout de suite, tu te fais tout de suite avoir. Donc, c'est juste, franchement, arrêtez d'écouter votre copain qui vous donne le super plan qui fait 20%, le lien de parrainage qui vous fait 10 € sur tel exchange. Faites vos recherches, devenez conservateur. Est-ce que les auditeurs et les autorités, genre l'AMF, comprennent vraiment tout cet écosystème qui est quand même complexe, ou est-ce qu'ils approuvent des comptes ou donnent des habilitations sans vraiment... Elles sont auditées les sociétés? Non, pas toutes. Ça, c'était pas réglementé. Bahamas. Mais en France, pour le coup, en Europe, on a mis Nika en place, et donc ils essayent de faire des choses, ils essayent de comprendre, ils ont beaucoup de réunions avec l'ADAN, qui est l'organisme qui s'occupe de ça du côté des boîtes crypto. Et donc, pour le coup, il y a une éducation qui est en cours en France, et en Europe, on est très en avance. Et d'ailleurs, l'ADAN et beaucoup d'organismes ont fait beaucoup de travail pour ne pas interdire la partie défi, qui est là où la plupart des innovations ont lieu, et pour dire, mettons de la régulation sur les choses centralisées qui font croire aux gens que tu as une garantie en banque centrale derrière, et en fait, il n'y en a pas. Donc, moi, je dis juste que on n'est pas si mal placé en Europe, parce que le fait d'avoir une liste des exchanges autorisés sur l'AMF, c'est un progrès. Aux États-Unis, t'as pas cette liste. Donc, au moins, quand t'as un doute, tu peux y aller. Peut-être que c'est une vraie garantie, par exemple. C'est mieux que rien. A été agréée par l'AMF. Oui, l'EPSA, prestataire de services pour actifs numériques. Oui, mais c'est comme ING 5 qui est une néobanque et qui, à la fin de la journée, là, ne rend pas ses frais. En fait, à partir du moment, il y a toujours dans tous les écosystèmes des gens qui ont beau avoir tous les agréments, il y a un truc à décoder. Donc, faut pas. Lehman Brothers est régulé. C'est ça, voilà. Donc, ça faisait 100 ans qu'ils étaient sur le marché. Donc, il faut pas non plus parce qu'il y en a un qui. Mais par contre, faut pas juste parce que tu vois une pub sympa à la télé, parce que tel mannequin, tel machin, parce que ton frère. Faut penser que c'est de l'argent qu'on met à la fin. Quelles sont les pièces de la régulation? Les points principaux qui, selon vous, devraient être réglés pour que ça sécurise un peu. Alors déjà, il y a ça, c'est l'éducation financière déjà, étape 1. Déjà, il y a une chose basique, c'est que les entreprises qui détiennent des crypto-monnaies pour le compte de tiers devraient pas avoir le droit de les utiliser pour autre chose que la détention. C'est séparé comme séparation bancaire. FTX, quand on déposait nos fonds chez FTX, par exemple, il y avait des conditions générales d'utilisation de la plateforme FTX. FTX disait qu'ils gardaient, en fait, la monnaie en 1 pour 1. C'est-à-dire qu'ils gardaient chez eux la crypto-monnaie et qu'elle était chez eux et qu'ils faisaient rien avec. En fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réutilisé ces fonds-là pour spéculer. Donc, ils ont fait travailler et ils ont fait travailler d'une mauvaise façon qui ont fait que, en fait, ils ont perdu cet argent-là. Mais, dans les conditions générales, ils annonçaient qu'ils les gardaient. Donc déjà, la régulation, son premier rôle, ça doit être de faire en sorte que s'il y a écrit dans les conditions générales. Ce qui a eu lieu en France avec séparation du prop trading et des banques classiques. C'est le même principe, mais version crypto. Ok, donc ça sur les conditions générales, mais quoi d'autre, par exemple?
Bah, déjà, moi, je suis désolée, mais l'éducation financière, en fait, il faut comprendre que tu peux pas faire de rendement à 20% sans qu'à un moment donné, il y a un risque. Et ça, pour le coup, c'est difficile pour les gens à entendre. Parce que même sur les actions, tu as pu faire 20% pendant un moment donné. Mais il faut qu'on revienne dans des réalités de marché. 20%, tu prends un risque. Faut en être conscient. C'est de l'investissement. C'est pas, et après, il y a plein de règles à mettre en place. Mais le truc, c'est qu'il faut travailler avec les banques pour que, en fait, l'écosystème soit complet, tu vois. C'est comme les néobanques et les banques classiques. Il faut que ces gens-là se parlent. Et là, la conversation maintenant. Bah là, les banques traditionnelles achètent les néobanques. Ça, c'est le problème. Oui, mais sauf que les banques traditionnelles, aujourd'hui, elles disent, sur la partie crypto, moi, c'est ce que je comprends quand je parle avec elles te disent, on les laisse s'amuser, quand ils auront fait mumuse, on rentrera dans le marché. Ça, c'est pas une réponse, parce que nous, en tant que particulier, on va regarder. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt accompagner, et que quand tu veux acheter de la crypto, il ne faut pas que ton banquier te dise non, il faut qu'il te dise pourquoi tu as telle liste autorisée. Et je pense qu'il faut qu'on travaille main dans la main avec la finance traditionnelle, parce que tu verras qu'à terme, la finance traditionnelle, la DeFi, la finance décentralisée, permet aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de protocoles qui ont tellement de cash dans le protocole que la finance traditionnelle a besoin de cash. Et bah, par exemple, la JP Morgan a pu utiliser le protocole AAV pour aller récupérer du cash. Donc en fait, si tu fais ça par un contrat proprement sur la blockchain, tu peux mélanger les deux systèmes. Donc il y a de l'espoir. Moi, il y a 3 choses aussi qui sont en urgence à mettre en place par les entreprises et par le régulateur. Le premier, c'est que toutes les entreprises qui détiennent en fait des fonds pour compte de clients, pour compte d'autres entreprises, doivent pouvoir faire ce qu'on appelle de la self-custody, c'est-à-dire qu'elles doivent détenir en propre les fonds, elles ne doivent pas les avoir chez quelqu'un d'autre, ou si elles les ont chez quelqu'un d'autre, que ce soit un prestataire qui soit régulé, agrémenté. Donc là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des entreprises qui avaient de la trésorerie chez FTX, donc ils détenaient des fonds pour le compte de clients, ils n'avaient pas les moyens de les mettre chez eux, et du coup, ils les mettaient chez FTX pour les détenir, et ce qui fait que eux, ils avaient une bonne gestion des fonds de leurs clients. Le problème, c'est qu'ils étaient exposés au risque de contrepartie de FTX. Quand FTX est tombé, en fait, eux, malgré le fait qu'ils aient fait aucune erreur, ils ont perdu tous les fonds de leurs clients, donc faire faillite. Et c'est fini. Non, mais non, parce qu'aujourd'hui, AXA, aujourd'hui, quand il a du Bitcoin, il peut pas aller les voir sa banque pour qu'il les garde pour lui. Ça va pas faire. Non, pardon, sans parler de tout, mais sur un fonds normal. Non, mais aujourd'hui, quand tu es une entreprise, tu peux pas aller voir ta banque traditionnelle et dire, je veux poser toutes mes cryptos chez vous. Ils te disent, moi, j'ai des cryptos. Au lieu de les mettre sur Ledger, je me dis, bon, comme je suis pas assuré avec ma Ledger, je vais aller voir ma banque et je vais leur demander de garder mes crypto-monnaies. Ils te disent, on ne fait pas ce service. Donc, du coup, tu es obligé de les mettre dans un exchange. Oui, parce que c'est une crypto-monnaie qui ne connaissent pas. Si c'était de la monnaie classique, normalement, c'est quand même divers. Tu te retrouves pas face à un. Oui, mais sauf que, mais là, ils devraient je te parle dans l'univers, je te parle dans l'univers crypto. C'est pour ça que Mais c'est un peu justement, la base. exactement, mais c'est la base, mais elle n'y est pas. Oui, Elle n'y est pas. Il faut que ça soit le cas. C'est-à-dire, il faut vraiment que les entreprises soient forcées de faire, ça a un nom, c'est vraiment, ça s'appelle de la self-custody, parce que là, ce qu'elles font, c'est de la custody externe, et on ne sait pas où sont les fonds, il y a des risques de contrepartie énormes et qui vont entraîner des échanges en cascade gigantesques. C'est un gros problème. Le deuxième souci, c'est que la crypto-monnaie, moi, sur ma clé Ledger, je peux bouger tous les fonds que je veux, quand je veux, comme je veux. Donc, en gros, ça veut dire que ça, c'est inutilisable en l'état par une entreprise. C'est-à-dire que là, Sam Bankman-Fried, il est en cavale, il a des ledgers avec lui, il a les fonds de ses clients dans sa poche, puis il fait ce qu'il veut avec. Et puis surtout, si Léo a les fonds de ma société et qu'il décide de les donner à quelqu'un d'autre, si tu n'as pas plusieurs signataires. Voilà. Il faut qu'il y ait de la gouvernance. Il faut qu'en fait, il y ait des solutions pour forcer de la gouvernance, c'est-à-dire pour qu'il y ait par exemple au moins 3 acteurs, par exemple le directeur financier, le CEO et le directeur opérationnel qui doivent valider des transactions à partir de plus de 10 000 euros, par exemple. Il faut qu'il y ait, dans une banque classique, il faut que pour les gens qui manipulent des grosses sommes, qui manipulent de l'argent de tiers, qu'il y ait des règles de gouvernance strictes. Et ensuite, il faut qu'il y ait du reporting. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ils puissent dire, on possède ça, c'est à tel endroit, et on peut le faire auditer par un cabinet de conseil externe si besoin. Et on a 3 signataires qui sont responsables de ça. En fait, il faut établir la fonction risque du secteur. Parce que c'est 3 choses qui sont. Oui, mais sans perdre l'avantage technologique. Et c'est là où le curseur est difficile à trouver. C'est que si tu fais ça avec la façon bancaire, tu vas enlever l'adoption technologique. Il faut trouver un entre-deux. Et on y va encore. Si, ça existe. Non, oui, mais c'est pas adopté. C'est pas adopté. Ça existe, mais c'est pas adopté. Non, alors, le multisig est une solution. T'as le social wallet aussi. Le problème du multisig, c'est que ça peut être une problème. C'est de la multisignature, c'est-à-dire qu'on a par exemple, monsieur et moi, on va devoir signer chacun avec notre ledger, pour faire une transaction. Ouais, mais, vous pouvez vous arranger ensemble. Oui, par exemple, si on a une entreprise, lui, il est CEO, moi, je suis CFO, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins le CEO et le CFO qui valident, et le CEO peut pas partir avec tous les fonds tout seul, ou le CFO peut pas partir tout seul, faire un. En fait, c'est juste qu'il faut retirer l'un des atouts qui était fait qu'on pouvait faire un peu n'importe quoi. En fait, parce qu'il y a des limites à ça.
C'est ça, il faut retirer le fait que c'est vrai qu'on peut tout bouger très rapidement, très facilement quand on veut. Donc du coup, il faut que ça soit encadré. Et il y a des solutions pour les entreprises qui existent là-dedans, justement, qui sont développées par Ledger sur ça. C'est quoi, par exemple Ledger, nous, on a ce qu'on appelle Ledger Enterprise, donc c'est un HSM, donc c'est la même technologie dans les banques. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent les HSM ici, c'est ce qu'on appelle des Hardware Security Modules. En fait, c'est des espèces d'énormes clés Ledger, c'est des gros racks de hardware qui permettent d'encrypter des transactions et de protéger un secret. Donc en fait, au lieu d'avoir ton secret qui est protégé dans une Ledger, tu vas l'avoir il va être protégé dans un HSM, et le HSM, tu peux forcer des règles de gouvernance, si tu veux, au niveau du HSM. C'est-à-dire que même si la personne elle a accès au HSM, elle ne pourra pas contourner les règles de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as un niveau de sécurité qui est l'équivalent de ce que tu as sur ta Ledger, mais en plus, tu as des gens dans la boîte qui doivent valider les transactions, donc tu as de la gouvernance en plus de la sécurité. C'est pour éviter le fameux appel, le président qui demande un virement de des minutes. Parce que multisig, tu as juste à récupérer les clés de tes potes et signer la transaction. Ok, tu vois. HSM, tu peux pas. Il faut que la personne soit, qu'elle soit autorisée, qu'elle ait droit à un montant, que ce soit le lundi à telle heure, tu peux mettre des règles. C'est le multisig, oui. C'est ça. Ouais, en fait, le multisig, c'est très bien. Multisig, ce qu'on appelle le MPC aussi, multipartie computationnelle. Tout ça, c'est des technologies qui sont très bien, qui font la même chose. Et, en fait, après, ça va juste se comparer au niveau de sécurité que tu vas avoir sur ces technologies-là. Un multisig, c'est super pour un particulier. Ça veut dire que si quelqu'un vient de braquer chez toi, il pourra pas prendre tes fonds parce que, par exemple, il faut la signature de ton frère pour bouger une certaine somme. Donc c'est très bien. Tu as les social wallets, si tu perds la fameuse phrase magique, tu peux la redemander à quelqu'un. Ouais, par exemple. Mais le truc, c'est que dans une entreprise où tu vas avoir toutes les clés qui vont être dans un même coffre-fort, par exemple, ça peut poser des soucis si quelqu'un arrive à s'emparer des clés ou à s'emparer des mots de passe des clés. Ouais. Et puis en plus de ça, la solution Ledger, tu as des parties dessus. C'est tous les points. Et du coup, ton comptable est moins en PLS parce qu'il a des vraies écritures. Mais je pense que les derniers slides, on les a abordés. Enfin, on peut les survoler. Ok, ouais. Moi, je peux les survoler très rapidement à la limite. Ça, c'est pour donner Vas-y. Ça donne juste un aperçu, en fait, de l'écosystème bancaire actuellement dans les crypto-monnaies. Donc, on a les néobanques. Donc, elles offrent de l'exposition crypto-monnaies, la plupart du temps, une cinquantaine, 50 crypto-monnaies à leurs clients. On peut juste acheter et les vendre. On ne détient pas les CFD. C'est-à-dire que si Revolut fait faillite, vous perdez vos bitcoins que vous avez sur Revolut, parce que c'est Revolut qui les détient, c'est pas vous. Et vous n'avez pas la possibilité de les envoyer, les transférer sur des adresses crypto. C'est-à-dire qu'il faut vous repasser en fiat la plupart du temps pour pouvoir. C'est simple, si vous voulez savoir quand vous possédez vos cryptos, si vous n'êtes pas capable de les envoyer quelque part ailleurs, c'est que vous les avez achetés souvent sous forme de contract for differences ou portfolio swap. C'est juste qu'on réplique la performance de la crypto, mais en fait vous ne la possédez pas. Donc si vous demandez à votre banquier, vous l'avez acheté, de la transférer ailleurs et qu'il vous dit non, c'est que vous l'avez pas, vous l'avez juste acheté comme un ETF de cette crypto. Mais ça vaut pas le même prix. Si. C'est ça la beauté. C'est une arnaque, quoi. Ouais, c'est une arnaque. C'est vraiment, c'est une arnaque. Ça dépend, ça correspond au style de consommation de certaines personnes, mais on perd tous les avantages. C'est comme les actions. Quand tu achètes des actions sur Trade Republic, tu achètes un contract for differences. Tu n'achètes pas des vraies actions. Donc, à la fin de la journée, quand tu décides de les changer de banque, on te dit que tu es obligé de vendre ta position pour la réouvrir ailleurs. Après, on a des banques d'investissement traditionnelles, Forge, Goldman Sachs, etc. Bon, elles sont plutôt dans une phase exploratoire, ça font des trucs, on sait pas trop ce qu'elles font, ça reste un peu brouillon. En fait, c'est des cas d'usage, c'est de faire des business cases, essayer de regarder comment ça se comporte. C'est très bien, c'est un peu lent, mais ça documente. Voilà, ils font une phase exploratoire. Ensuite, on a les banques traditionnelles privées, donc par exemple, on a Banque Frick au Luxembourg, on a Banque de Lubac, Liechtenstein, pardon, c'est ça exactement. Et Banque de Lubac en France. Et donc là, il faut soit avoir énormément d'argent pour s'exposer en fait à leur offre, c'est-à-dire qu'il faut avoir des fonds conséquents. On peut envoyer, vendre, trader, transférer, mais la plupart du temps, c'est pas nous qui faisons, c'est notre banquier qui le fait pour nous, donc on n'a pas la flexibilité crypto-monnaie. Ils prennent la commission à chaque fois. Ils prennent des commissions gigantesques dessus. Alors Banque Frick, il y a un vrai cas d'usage derrière, parce qu'en fait, ils permettent en Europe de faire ce qu'on appelle le cash on-ramp, off-ramp avec les exchanges, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire la conversion entre la monnaie fiat et les crypto-monnaies. C'est eux qui s'en occupent en partie, enfin, une grosse part de marché là-dessus. Donc eux, ils ont une utilité parce que leurs clients, c'est surtout les gros exchanges qui sont actifs en Europe. Mais pour l'instant, de nos jours, ce qui ressemble le plus à une banque de manière réelle, c'est les grosses plateformes d'exchange, Binance, Coinbase, Coinhouse, tous ces exchanges-là. Ils n'ont pas de licence bancaire. Par contre, ils sont régulés, c'est-à-dire ils sont prestataires d'actifs numériques, donc ils peuvent détenir des cryptoactifs de façon réglementée pour le compte de leurs clients. Eux, ils offrent tout, il y a un très grand portefeuille, on peut faire tous les services crypto dessus.
La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que là, c'est encore la même chose, on ne détient pas les crypto-monnaies. C'est la même chose qu'une banque, c'est le prestataire qui détient les crypto-monnaies pour nous. Sans la banque centrale, tu n'auras pas quand même. Sans la banque centrale pour nous rattraper, mais voilà, c'est quand même régulé et c'est pour l'instant le modèle vers lequel les banques devraient se tourner si elles voulaient, enfin si elles prospéraient sur du retail, ce qu'elles pourraient offrir, c'est plus ce modèle-là qu'elles devraient offrir. Et pour information, Coinbase est plus gros que la plupart des banques aux États-Unis, parce que je crois qu'ils ont plus de 70 millions d'utilisateurs, ce qui est pas mal. Et du coup, la nouvelle régulation MiCA, c'est ce que nous, on a fait au niveau européen avec le PSAN, c'est le faire de façon plus personnalisée. Et il n'y aura plus d'acteurs qui ne seront pas déclarés de ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc, c'est fini. Vous pouvez pas... en fait, en France, tu as ceux qui ont eu le courage de demander le PSAN, qui ont beaucoup souffert, et les autres. Et il y a pas, les gens se rendront pas... Et là, vous pourriez plus vendre de crypto sans être régulé à un minimum. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être dans l'étape zéro de la régulation. Il faudra avoir dit, oh, j'ai de la crypto. Après, vous aurez des niveaux comme la même chose qu'entre une banque et un établissement de crédit, une banque néobanque, et il y aura des degrés, mais vous ne pourrez plus avoir d'acteurs qui sont rien du tout, genre dans votre garage, on prend un ordinateur, on dit qu'on est une banque. Et après, je vous ai mis une slide, en fait, si vous travaillez dans une banque ou si vous voulez lancer une banque dans les crypto-monnaies, voilà, c'est toutes les étapes qu'il faut faire. Donc, moi, j'ai juste une question, vous n'avez pas parlé des CBDC, les métiers. Ouais, parce que moi, je ne considère pas pour l'instant comme la crypto-monnaie. C'est quoi? C'est le pire des deux. C'est la digital currency qui a été créée par les banques centrales et qui est une monnaie officielle dans un pays d'Amérique du Sud. Ça me revient, c'est Paraguay ou l'Uruguay, je ne sais plus. Ouais, ça arrive en France. Ils le font de manière européenne, d'abord. Mais voilà, du coup, pourquoi pour toi, c'est pas En fait, il y a deux choses. Déjà, c'est un cas particulier qui est très spécial, donc j'ai pas la connaissance particulière sur ce cas d'usage-là. Et c'est un cas auquel je me suis pas intéressé personnellement parce que pour moi, il va à l'encontre des valeurs primaires qui m'ont emmené dans la crypto-monnaie. En fait, c'est la décentralisation. Ouais, exactement. Pour moi, c'est ce qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'on paye avec nos banques traditionnelles. C'est juste que ça sera on va utiliser la technologie de la blockchain pour sécuriser. Donc en fait, on va avoir les avantages du paiement qu'on a vu avant. On va pouvoir payer plus rapidement, peut-être de façon plus stable et tout. Donc ça va faciliter le travail des banques. Par contre, pour le consommateur final, ça n'a absolument rien changé. C'est comme si tu mettais un moteur de Ferrari dans une Doge, tu vois. Ça n'a aucun sens logique. Ça va rien nous apporter aux consommateurs. Ça va juste complexifier un truc. Ça apporte pas vraiment d'évolution technologique. Ça va apporter une révolution technologique sur la vitesse des transferts, sur l'efficience des transferts et sur la fiabilité des champs de compensation, etc. Mais t'améliores Swift, tu fais la même chose. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, ça pour moi, ici, c'est un Swift. C'est ça, Swift 2.0. C'est le Swift qui tourne sur la blockchain. Et donc, du coup, pour le consommateur final, très peu de révolution technologique en vue, pour moi, apportée par ça. Et après, je suis pas l'expert là-dessus. Il y a peut-être des gens qui sauront défendre. Ça serait très intéressant d'ailleurs d'échanger avec des gens qui sont solides là-dessus pour défendre. Par contre, le truc qui manque aujourd'hui, c'est l'équivalent des USDC, donc les stablecoins américains. Il manque aujourd'hui un équivalent, même si Circle va le lancer, potentiellement. On attend de voir venir, mais on attend l'équivalent européen. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que quand tu achètes des cryptos, tu es exposé au dollar mécaniquement, puisque si tu ne veux pas repasser dans ta fiat, dans ton euro, tu es obligé d'acheter des stablecoins en dollars. Et comme il y a comme eu 20% de change entre cette année, c'est-à-dire que potentiellement, tu es bloqué avec tes USD, tes coins, tes stablecoins en dollars, en attendant de racheter un jour des cryptos. Et moi, je préférerais mieux le bloquer en euros. C'est justement le point ultime, c'est de créer un pendant européen. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, tu es bloqué. Non, c'est pas toujours en retard. Non, non. Le truc, il faut construire l'Europe, l'euro numérique, c'est pas un stablecoin européen. C'est l'étape avant, c'est plutôt l'étape Swift 2.0. En fait, c'est pas prévu, justement. C'est ça le problème. C'est pas compatible, en fait, eux, ils sont bloqués sur le Swift 2.2.0, l'Europe. Ils ne parlent pas de stablecoin. Et c'est l'erreur de compréhension de la majorité de la population qui pense que l'euro numérique dont on nous vend toute la journée, en fait, ce n'est qu'un Swift 2.0. La Chine va lancer un Swift. Oui, ça donne une idée de ce à quoi ça peut servir. Moi, je veux bien, avec plaisir. Bon, ça, c'était les étapes classiques. C'était juste pour vous dire qu'en fait, il faut déjà savoir ce que vous voulez faire dans les cryptos avant de lancer quelque chose dans les cryptos. Donc ça, c'est Forge, là où ils en sont, Société Générale Forge. Donc, ils ont choisi, on va faire des produits financiers, du paiement, du trading. Donc là, ça se passe en interne. C'est les C-level de la boîte, l'équipe stratégie, l'équipe innovation qui prend ça en charge. Après, il faut que vous voyez comment ça va se passer d'un point de vue taxe, légal, etc. Comment vous allez bidouiller tout ça. Donc là, je vous conseille de faire accompagner par des cabinets de conseil. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir me voir et je vous redirigerai vers les cabinets de conseil qui sont les plus compétents là-dessus, parce que nous, on traite avec tous les cabinets de conseil là-dessus.
La bonne nouvelle, c'est que c'est comme il n'y a pas de bonne réponse, il faut juste être capable de prouver pourquoi tu as fait ce choix-là. Voilà. C'est ça le principe. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est en capacité de vous donner un conseil garanti. C'est comme toutes les nouvelles régulations qu'on nous sort sur des produits dérivés. Tu as ce que le marché a interprété et donc c'est toujours le même principe. Tu dois être capable d'expliquer pourquoi tu as fait l'erreur et comment ta logique était. Mais il faut être clair. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, moi aujourd'hui je parle à des gens du côté de l'AMF et du côté des impôts, quand je leur montre les cas d'usage que j'ai fait avec mes fenêtres, ils sont un petit peu en PLS. C'est-à-dire qu'ils disent, parce que moi j'ai fait à peu près le pire que tu peux faire, c'est-à-dire que j'ai un compte en GBP, j'ai un compte en dollars, j'ai un compte en euros, et je passe des trucs d'un pays à l'autre, entre les deux j'achète des fenêtres, des trucs dans d'autres pays. Donc quand j'ai été montrer mon cas à l'AMF, ils étaient là, on peut faire tout ça avec la crypto? Eh ben oui. Je pense que c'est bien justement qu'il y a un discours parce que ce serait une win-win situation. Mais c'est pour ça que moi je vais les voir avec mon cas d'usage en leur disant si vous êtes capable d'aller au bout de mon cas d'usage pour faire ma déclaration d'impôt, aujourd'hui moi je travaille avec des acteurs français que j'aide à résoudre leurs problèmes avec ma feuille d'impôt. On a été avec mon cas d'usage et ils m'ont dit là, une fois qu'on a réglé son problème, je pense que 95% de nos clients, on va les régler. Donc tu vois, donc moi je travaille en ce moment avec un des deux acteurs français pour régler ma feuille d'impôt personnelle, mais qui va tous vous aider au final. Et après, la dernière étape dans une banque, c'est de savoir en fait comment vous allez gérer en fait l'intégration de l'infrastructure et les opérations. Donc du coup là, ça va être toutes ces questions quel est le niveau de sécurité que j'ai, comment je fais pour faire de la self-custody, quelles sont les règles de gouvernance que je vais mettre en place, comment je peux les appliquer, quel est le reporting, est-ce que j'ai accès à mes fonds 24h/24, est-ce que la plateforme est fiable, etc. Et donc là, c'est quelque chose qu'une banque peut très difficilement développer en interne parce que ça coûte cher, mais c'est pas ce qui va poser un problème aux banques, c'est pas une question d'argent. Ce qui va poser un problème aux banques, c'est la question des talents. C'est-à-dire que là, il faut des gens qui sont des ingénieurs en blockchain et des ingénieurs en cryptographie. Pour vous donner une idée, des ingénieurs en blockchain dans le monde, on a dans les 10 000. C'est très très peu. Des gens, je parle d'un niveau très compétent. Il n'y a pas d'école qui formait là-dessus. C'est quelque chose et du coup, c'est pas les banques qui le font. Moi, pour le coup, je suis en train de lancer je suis dans un hedge fund, on lance un fonds crypto. Et donc, clairement, une banque aujourd'hui n'est pas en capacité d'avoir le cash pour aller faire ce genre de choses ou sur des tailles toutes petites. Donc, aujourd'hui, les gens qui s'aventurent dans ce genre de choses, c'est des hedge funds parce qu'ils peuvent se permettre de payer très bien les gens et de s'entourer de beaucoup de choses. Et quand je vois, moi, le niveau, moi, j'ai déjà fait des choses dans le monde classique des ETF, des choses comme ça. Là, tu as un niveau de double complexité parce que tu sais que le régulateur t'attend au tournant. Tu sais que y a des effets moutonniers qui créent des choses supplémentaires. En fait, c'est le pire de la TradFi et de la DeFi. C'est le combo gagnant avec tout le monde qui t'attend au tournant. Donc, on s'amuse. Et la blockchain, c'est toujours immuable. C'est-à-dire que vous faites une erreur, c'est fini. Pas de retour en arrière. C'est terminé. Si l'adresse, aujourd'hui, quand tu envoies un virement, ce qui s'est passé sur crypto.com, c'est qu'ils ont envoyé un virement à la mauvaise personne. C'est peut-être la seule fois dans l'histoire de la vie où quelqu'un leur a envoyé dans la crypto. Dans la vraie vie. Ils ont pris, oui, ils ont pris un petit pourcentage, logique. Mais ils auraient pu rien rendre. Mais dans la vraie vie, si tu te trompes sur une adresse crypto, ça peut partir dans le vide intersidéral. Ça peut être perdu. Combien de gens ont perdu leur clé Ledger? À un moment donné, ils l'ont jetée. Il y a des gens qui sont en train de fouiller des décharges pour essayer de la retrouver. Alors, la clé Ledger peut être détruite, on peut retrouver. Oui, mais si t'as pas la phrase à l'époque. Ça devient un peu complexe, mais il y a des solutions. Voilà. Et la toute dernière slide, et après, promis, c'est fini. Ouais. C'est juste pour vous donner une idée sur donc, le niveau 1 et le niveau 2, donc sur quels services vous voulez faire et en fait, quels sont les problèmes légaux et les taxes. Ça, c'est à gérer en interne. Juste en solution externe, quand vous choisissez une solution pour l'infrastructure, pour les opérations, c'est les points clés qu'il faut garder en tête. C'est les 4 piliers qu'il y a là, c'est-à-dire comment c'est sécurisé, est-ce que j'ai la détention propre des cryptos ou non. Ensuite, est-ce que j'ai des règles de gouvernance? Est-ce que je peux les customiser en fonction de mes équipes, en fonction de mes projets? Est-ce que la plateforme elle est compliant? C'est-à-dire est-ce que elle a un niveau SOC 2 par exemple qui est requis dans l'industrie financière? Est-ce que elle peut être auditée? Est-ce que elle permet de faire du reporting facilement? Est-ce qu'elle va survivre aux cyberattaques? Alors ça c'est la première partie, c'est la partie sécurité. Justement il y a différentes strates. Il y a la strate hardware, donc sur quoi c'est sécurisé physiquement. Il y a la strate firmware, donc comment ça communique. Il y a la strate software, qui est les logiciels qui protègent le tout. Donc c'est vraiment, ça devient complexe, mais ça c'est plutôt les équipes IT sécurité qui vont s'en occuper. Mais par exemple, le CFO, il va falloir qu'il regarde, et les C-level, il va falloir qu'il regarde la partie gouvernance, la partie compliance. Et le COO, donc qui s'occupe des opérations, il va falloir qu'il regarde la partie scalabilité, parce que il y a des choses qui sont très difficiles à automatiser dans les moments des crypto-monnaies. Donc il faut voir si le prestataire qui vous fournit la solution, il a été capable de développer des solutions qui permettent d'automatiser la plupart des transactions pour gagner en temps, pour gagner en efficacité. Par contre, le truc magique, quand on fait de la crypto, c'est que vous avez de la réconciliation en real time, qui n'est pas le cas d'achat de vente de stock. Donc ça, c'est la magie de l'affaire, c'est que vous savez tout de suite si c'est passé ou pas, et vous avez une vraie réponse, comme c'est écrit.
Ça, c'est c'est la beauté de ce sujet-là. C'est que du coup, vous n'avez pas le problème des SDR, cette elle-même discipline régime, qui fait que si vous ne satisfaites pas vos stocks en temps et en heure, vous avez buying ou des amendes. Donc ça, c'est le gros avantage de la crypto pour eux. Et vous savez tout de suite si vous avez voté ou pas. Et voilà, je crois qu'on a essayé. Moi, j'ai une question sur les perspectives, parce que tout à l'heure, tu avais un slide qui montrait que ça faisait, je sais pas combien de trillions, hein, et qu'on était aujourd'hui à quoi, 12 000 le Bitcoin, alors que il y a 16, alors que c'était à 60 il y a pas longtemps, il y a un an et demi. Moi, il y a un an, moi, je regardais ça, j'entendais 50, 60, et je suis sur Internet comme un lambda, tu vois, et je me dis, mais ça va évoluer comment? Et puis t'as des gars, ils disent quand même x5, puis d'autres, non, mais x5, en fait, on sait pas, c'est x10, etc. Et là, finalement, c'est divisé par 4, quoi. Mais c'est comme dans la finance. Et c'est comme dans la finance traditionnelle, il y a eu la bulle Internet, après il y a eu les man. Là, bah, tu as eu Celsius, Voyageur, Sam Friedman. J'espère que ça s'arrête là, mais l'histoire ne le garantit pas. Après, on est sur des, il y a quelque chose qu'il faut, bon, je n'ai pas de boule de cristal, je vois pas ce qui se passe dans le futur, mais pour moi, il y a quand même une corrélation assez forte avec les valeurs technologiques en ce moment. On a du Meta qui a perdu 70-80%, on a du Netflix qui a perdu 70-80%, on a du Snapchat qui a perdu 70-80%. Donc, tout ce qui est très digital, qui cible en fait des populations relativement jeunes, qui est très tech, etc., ça a perdu beaucoup de valeur. Donc la question c'est, quand le Nasdaq va reprendre, est-ce que les crypto-monnaies vont reprendre pareil? C'est là qu'on saura si c'est très fortement corrélé aux indices technologiques ou s'il y a d'autres fondamentaux qui rentrent. Et puis, il y a aussi quelque chose de très simple. Quand tu t'amuses à jouer de la crypto, que tu viens de faire Twitter, que tu dois payer ton loyer, à un moment donné, il faut le payer ton loyer. Donc, soit tu vends tes actions Twitter, il y en a plus maintenant, mais toi, tu vends tes actions Facebook, soit tu vends tes cryptos. Donc, tu as aussi le fait qu'à la fin de la journée, ça prend une de tes capacités d'investissement. Il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a la partie des CSP+, via crédit. Donc, c'est-à-dire que dès qu'ils se font virer, ils ont plus de capacité de payer leur loyer, leur voiture, leur machin. Donc, ils sont obligés de liquider des actifs pour être capables de payer ces réalités-là. Donc, il y a aussi ça qu'il faut voir, c'est qu'à la fin, tout est intercorrélé. Après, moi, à titre personnel, j'investis pas sur le Bitcoin, par exemple, à titre spéculatif. Pour moi, il y a vraiment un rationnel derrière en termes de rupture technologique. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaie de vous expliquer au début avec le Web 1, Web 2, Web 3. On est sur les mêmes courbes d'adoption qu'Internet dans les années 90. On est sur le même type de rupture technologique. Et à terme, on a vu ce que Internet, ça a donné 20 ans plus tard. À l'époque, il y avait dans les années 90, il y avait des journaux qui disaient Internet, c'est fini. Lui qui a mis 1 euro sur Facebook, maintenant il est content quand même. Non. Même si ça a perdu 80%, il est quand même toujours au-dessus de ce qu'il avait mis. Hein. Donc pour moi, on est si la question c'est est-ce qu'on est à la fin d'un crypto, pour moi on n'est pas à la fin d'un crypto, on est au tout début des cryptos. Par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui est en train de se passer va permettre à l'écosystème, à tous les gens qui se sont dit qu'il y avait de l'argent facile et que c'était juste un moyen de faire de l'argent, on revient sur les basiques de technologique et c'est la bonne nouvelle de l'affaire. C'est que du coup, ça va assainir le marché et que tous les gens qui vous disent qu'ils gagnent plein d'argent, on revient à la base. Là, on a vu aussi, il y a plus de 20 000 cryptos en circulation. Sur les 20 000 cryptos en circulation, il y en a 19 900 qui n'ont aucun fondament derrière. C'est-à-dire qu'ils vont finir par disparaître. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une quantité de ce qu'on appelle des scams, donc des choses qui ont aucun fondamental qui existent, qui ont été juste, qui ont pris un peu d'élan parce que il y avait des gens derrière qui ont fait le marketing autour, qui ont embelli la chose, mais qui derrière n'apportent aucune valeur par rapport à ce qui existe déjà, par rapport aux ruptures fondamentales technologiques qui sont mises en avant par Ethereum ou par Bitcoin. Bitcoin, c'est inviolable en termes de sécurité. Il n'y a pas de meilleur moyen de sécuriser quelque chose de digital de nos jours. Ethereum, c'est programmable. Les smart contracts, c'est une industrie à elle entière qui est en train de s'ouvrir. Et la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'on est au début, on a la chance d'observer ça. Il faut regarder, de toute façon, même si à la fin, vous décidez de ne jamais acheter de crypto, les smart contracts, vous les retrouverez dans l'assurance, dans la logistique totale, comment il sait quel lubrifiant il met dans son pétrole, parce qu'aujourd'hui, il a la blockchain, et donc, dès qu'il met un bidon de lubrifiant, il y a un numéro qu'il met sur la blockchain, et donc à la fin, quand il vous livre de l'essence dans votre voiture, il est en capacité de vous dire le lubrifiant et l'essence, d'où elles viennent. Et ça, par exemple, on n'y pense pas, mais la blockchain, c'est beaucoup utilisé dans la logistique pour la transparence. Donc, il y a beaucoup d'autres usages technologiques qui seront hyper intéressants à observer. Et donc, la crypto n'est qu'une partie à regarder. Et donc, le futur est devant nous. Et là, c'est vrai que ça fait mal. On tombe, ça fait mal, mais il faut mieux qu'on tombe maintenant un grand coup, plutôt que les gens continuent à mettre de l'argent sans comprendre où ils vont. Mais encore une fois, ça tombe au même titre que les valeurs tech sont tombées très fortement.
propose. Oui, on on va arrête de Ouais, parce qu'il y a moi, je trouve que c'est une très bonne c'est fin. Je ça. sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, mais Mais on peut faire ça autour d'un drink et un petit cocktail. Il y Là. a le champagne Hein. et des En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment Merci super. beaucoup.